Salut à tous, bienvenue dans mon podcast. Je vous propose que nous rentrions ici dans l'intimité des acteurs du tourisme régional et de leurs magnifiques régions et territoires. Découvrons leur histoire, leurs sites touristiques, leur fonctionnement, mais aussi les coulisses de leur activité, les anecdotes, voire même les détails croustillants, car il y en a. Bienvenue dans les voies du tourisme. J'ai ma maman qui nous a toujours soutenus dans tout évidemment, mais qui par contre faisait tout pour me dire fais autre chose. Tous les enfants de camping, ils connaissent la gestion d'un camping. Enfin, il vaut mieux qu'ils fassent autre chose, qu'ils sachent vendre. Ton métier, c'est un énorme métier de relationnel en fait. En comparatif, même un petit établissement comme le nôtre, encore une fois, 7 hectares. Aujourd'hui, notre établissement, il vaut... Mais c'est vrai que c'est des valeurs hallucinantes quoi. On avait beaucoup, c'était l'arbre, il coûtait 4 €. Ouais. On leur donnait donc 4 € par rapport à une résa de notre client. Et l'arbre, il me coûte pas 4 € comme j'ai pu en trouver. C'est ça, tout le monde ne le sait pas ça je pense. Hein. Bonjour Quentin. Salut Frédéric. Hyper heureux de te recevoir dans ce premier podcast, ce premier épisode du podcast Les Voies du Tourisme. Ah ben oui, je suis heureux aussi de te rejoindre pour discuter. Merci. On est donc, pour situer un petit peu, là, on est le 20 mars, il fait très très beau, c'est le début du printemps. Je prépare ce podcast, je l'ai dans la tête depuis 2 ans. Depuis 2 ans, je me dis, tu sais, toi, tous les deux, on se connaît depuis une dizaine d'années. On se fréquente professionnellement puisque Negocom Atlantique est une boîte digitale tourisme. Donc notre univers d'activité, c'est le tourisme. Et depuis 2 ans, je me dis, en écoutant moi-même pas mal de podcasts, je me dis, tiens, ça serait quand même bien qu'on prenne le temps avec des acteurs du tourisme. Je préfère le mot acteur à professionnel, quoi. Des acteurs du tourisme pour parler de leur histoire, rentrer dans l'intimité de leur activité. Donc ça fait 2 ans que ça mûrit et puis mon côté un petit peu entrepreneur, plus que chef d'entreprise, m'a dit un jour il faut monter dans le train, il faut le prendre et puis essayer. Donc on va faire ça tous les deux avec beaucoup d'humilité. On va échanger en espérant que notre échange intéressera le plus grand nombre sur les coulisses un petit peu du tourisme et en l'occurrence d'un responsable de camping. Et d'ailleurs justement, allons-y, je te propose de te présenter. Ben déjà, je te remercie de m'avoir convié ici et que tu souhaites que je fasse cette première édition avec toi de podcast. Eh bien, moi, je suis Quentin Moza, j'ai 33 ans et je suis le gérant du camping La Nouvelle Croze à Rouffignac-Saint-Cernin, donc en Dordogne. Je suis né dans ce camping, c'est un camping familial, on aura peut-être l'occasion d'en reparler un peu plus tard. Donc voilà, c'est mon métier de tous les jours et j'y suis, comme beaucoup de propriétaires de camping évidemment, très investi. Alors déjà, un petit aparté chiffre, on est, comme on le disait tout à l'heure, là en mars 2026. La saison, je suppose, se prépare à grands pas dans un camping. Je pense aussi, connaissant un petit peu tes confrères et les villages de vacances, de gîtes, que les réservations commencent à tomber depuis le mois de janvier. Peux-tu me donner, avec la conjoncture actuelle, là, et d'ailleurs on peut en parler de ça aussi, de la conjoncture actuelle, une tendance là, en ce début de saison là. Comment ça s'annonce cette année ? Alors moi, je suis de ceux qui aiment beaucoup dire, quand on me pose cette question, et évidemment j'irai quand même plus dans le détail avec toi aujourd'hui, mais de répondre, je vous répondrai en septembre quand la saison sera passée, parce que là au moins on est sûr de nous. Surtout que septembre souvent est un mois qui devient un très bon mois qui des fois permet de rattraper quelques semaines perdues de saison, en effet. Mais au-delà de ça, c'est parce que, alors moi, de ma courte expérience de gérant de camping depuis 8 ans, je te dirais que toutes les saisons sont différentes et ne se ressemblent pas. Et je sais que mon père aussi, qui a tenu le camping avant, avait pour habitude de dire ça. Tous les ans, on est surpris avec des fréquentations qui sont différentes et des périodes de réservation différentes. Mais pour répondre donc dans le sujet, nous, pour l'instant, on est en avance sur les réservations. Tu disais que les réserves avaient commencé en janvier. Effectivement, ça a vraiment démarré en janvier, mais on a eu beaucoup de premières minutes. Donc dès le mois de novembre et le mois de décembre, on a eu, par rapport à 2025, et en fait tous les ans ça augmente un peu, plus de réservations de première minute. Donc ça, c'est plutôt chouette, sans faire d'opération particulière ou quoi que ce soit. Juste essayer de se dépêcher à sortir nos tarifs le plus tôt possible pour que ce soit réservable. Et donc voilà, ça a bien démarré. On est aujourd'hui un peu en avance sur la saison. Le mois d'avril s'annonce plutôt bien, mais il faut encore que ça continue de réserver pour que ce soit bien. Petite parenthèse, vous êtes ouvert, vous ouvrez quand là ? On ouvre le 11 avril. Le 11 avril. Donc le deuxième samedi des vacances d'avril.
Ok, donc tous les gens qui veulent aller à la Nouvelle-Creuse, là, il faut qu'ils se précipitent sur Internet. Il reste encore un peu de place. On va reparler tout à l'heure là de la façon dont vous gérez cette partie technique des réservations. C'est intéressant comme sujet. La conjoncture, là, ce qui se passe dans le monde. Moi, j'ai tendance personnellement, je te donne mon avis, tu vas me donner le tien, bien sûr, à penser que c'est plutôt favorable au tourisme franco-français régional. Dès qu'il y a des événements un petit peu dans le monde, je pense que c'est plutôt favorable. Qu'en penses-tu ? Oui, on l'a connu avec le début de la guerre en Ukraine. On l'a connu avec une autre guerre qui était bien différente, mais celle du Covid aussi. Effectivement, où on a réalisé que ça se recentrait beaucoup sur notre territoire. Là, alors pour en parler aussi avec des collègues, le mois de mars est pas forcément au niveau en termes de réservation super top. Donc à voir. C'est pour ça que je te disais, hein, on est en avance. On a bien vendu et fait pas mal de réservations avant. Maintenant, il faut que ça puisse continuer. Donc je sais pas trop ce que va donner la conjoncture, mais oui, je suis d'accord avec toi. En tout cas, pour avoir des exemples les autres années, les années précédentes où on a eu des fois des crises internationales, ça nous profitait dans le milieu du tourisme en France et parfois plus particulièrement pour les campings. Alors, tu me disais, je suis né sur le camping et sur le terrain. J'ai creusé un petit peu là dans l'histoire de ce camping. L'histoire, elle est assez extraordinaire puisque ça commence, je crois, si j'ai bien lu, en 1890 quand les grands-parents, les arrière-grands-parents. Alors, mes arrière. Alors, raconte-moi un petit peu l'histoire et puis ton arrivée dans l'histoire. Ouais. Alors mon arrivée elle va représenter pas grand-chose dans cette histoire de la famille Moser. À l'échelle chronologique. Et puis, disons aussi aux auditeurs, je sais pas si on dit auditeurs d'ailleurs sur un podcast. Oui. Rappelons quand même que ça n'a pas été un camping depuis les années 1800 évidemment. Mais c'est une propriété familiale. C'est donc mon arrière-arrière-grand-père et mon arrière-arrière-grand-mère qui habitaient dans le bourg de notre village de Rouffignac. Donc la famille est vraiment native de là-bas depuis Alors pour très situer longtemps. Rouffignac, pour les gens, Rouffignac, ça se trouve à mi-chemin entre Périgueux et Sarlat et le Bug et Montignac, puisqu'on est sur la vallée de la Vézère. Alors on est sur les hauteurs, hein, on n'est pas sur les bords de rivière, mais on est dans le Périgord noir, sur la vallée Vézère et situé entre Périgueux et Sarlat. Et donc voilà, ma famille était originaire déjà du village, mais du bourg du village. Et puis ont été amenés à rejoindre la famille sur cette propriété qui est restée la même de la Nouvelle-Creuse, puisque c'est le nom du lieu-dit. Hein. On n'a pas trop innové, on n'a pas fait. Qui veut dire, j'ai lu. Alors Creuse, ça veut dire un trou d'eau en patois. Alors souvent les gens rigolent quand je dis trou d'eau, parce qu'un trou d'eau, ça veut dire quoi ? C'est un lac, un étang, c'est un point d'eau. Mais c'est vraiment la traduction littérale du patois, c'est un trou d'eau. Parce que en fait il y a un lieu-dit juste à côté, La Creuse, et nous c'est la Nouvelle-Creuse parce que La Creuse il y a un gros étang et nous il y en avait un tout petit qui n'existe plus aujourd'hui, mais vous avez dessus l'emplacement de la piscine. Au début du XXe siècle, donc il y a une histoire, on va dire, agricole, il y a un patrimoine foncier, et en fait, je pense que alors tu vas continuer à me raconter cette histoire, mais en fait, c'est super important, parce qu'en fait, sans foncier et sans grand terrain, pas de camping. Et aujourd'hui, on le voit en 2026, la valeur, là aussi, on reviendra dessus, mais la valeur des campings dépasse très largement aujourd'hui à la vente la valeur d'hôtels 4 ou 5 étoiles parfois. Et il y a même des campings 4 étoiles qui rachètent des hôtels. J'ai vu cette histoire-là sur Sarlat notamment. Ah oui, comme tu dis, le foncier, ouais. Donc il y a une histoire agricole au départ. Et voilà, et l'histoire agricole, on est loin d'être un cas unique, et c'est le cas de beaucoup de campings. Ça m'intéresse, il y en a d'autres. De confrères à nous. Intéressant ça. Je pourrais les citer, mais il y en a tellement. Je pense d'abord à nos collègues et amis, le camping Le Montant à Sarlat, la famille Royère. C'est marrant que je connais bien, oui. Voilà, qui était une famille aussi d'agriculteurs. Alors, même plus tardivement que nous, parce que nous, on s'est arrêté bien il y a plusieurs générations. Mais voilà, on a beaucoup d'exemples comme ça. Si je dis pas de bêtises aussi, Saint-Avy, c'était aussi ça il y a fort longtemps. Enfin voilà, c'est souvent des histoires comme ça, familiales c'est pas Saint-Avy, c'est les Pénérales. Donc voilà, des histoires comme ça de famille où il y avait des propriétés agricoles. Et alors moi, je saurais pas forcément l'expliquer en détail, mais où à un moment donné,
Enfin, nous, sur la commune de Rouffignac, par exemple, il y avait plus de 20 exploitations agricoles. Aujourd'hui, il y en a plus que 4. Donc, c'est vrai que c'était une époque où on a peu de terrain, permettait de faire de l'agriculture, mais avec plein de choses différentes. Il y avait les fraises, il y avait les vaches, il y avait beaucoup de choses différentes. Et jusqu'au jour où, on le sait, l'agriculture a bien évolué. Et donc, beaucoup de familles se sont portées sur d'autres métiers en vogue, si je puis dire, et notamment le tourisme. Et donc, la création d'un camping, forcément, quand on a des hectares de terrain, ça peut être une bonne idée. Alors, si j'ai bien compris, d'ailleurs, il y a eu un essai infructueux de mémoire. Tu as une très bonne mémoire, mais alors tu l'as pas vu sur notre site, ça, parce que je sais pas marqué sur le site. Je sais plus où je l'ai vu, mais je l'ai vu. Où est-ce que tu as vu ça ? Il y a eu un essai infructueux avant que le deuxième essai soit transformé. C'est ça, non ? Chez nous, exactement. Ouais, tu es très bien informé. Alors, vas-y, raconte. En fait, l'idée vient de mon grand-père, même si c'est mon père qui a créé ce camping sur la propriété familiale. L'idée vient de mon grand-père, qui était maçon de métier et qui avait aussi un petit peu quand même la carte d'agriculteur. Touche à tout en plus là-dedans. Voilà, départ, complètement. Ouais. C'est ce qui a même encore aujourd'hui peut-être. Oui, d'ailleurs. ce qui a énormément aidé et qui fait que notre camping en est là aujourd'hui, ça c'est certain. C'est grâce à cet héritage-là de maçon. Et c'est vrai que donc mon grand-père était maçon et agriculteur. Il aidait ses parents sur la propriété, mais déjà voilà, il s'était un peu détaché du côté agricole puisqu'il avait fait un autre métier et qu'il était un peu détaché des terres pour une gestion que agricole. Et donc il y a eu cette idée parce que c'était, je vais pas dire la mode à l'époque, mais dans les années 80, c'est là que beaucoup de propriétés se transformaient en camping. Donc il a eu cette idée-là. Il en est venu même à contacter un architecte, à faire le point un petit peu sur la propriété, de voir comment mettre ça en place, d'avoir les premiers plans de création de notre camping. Et mon père, qui à l'époque, alors mon père le dirait mieux que moi, mais il avait une vingtaine d'années, était très porté sur les pompiers, puisqu'il a été pendant 35 ans sapeur-pompier volontaire, mais il est aussi parti pendant quelques temps pompier à Paris. Et donc mon grand-père a très vite compris que mon père était pas du tout porté sur ça à ce moment-là, et il était plus dans le côté l'armée, les pompiers. Et donc mon grand-père a vite abandonné parce qu'il s'est dit je peux pas partir dans cette aventure à 50 ans tout seul. Donc ça a été mis dans les placards, disons, et c'est après coup, quand mon père a rencontré ma mère, que ils ont eu cette idée de reprendre le dossier et de le lancer officiellement. Ça, là, on est en quelle année ? On est dans les années 80, enfin 88, 87, 88. Donc là, c'est le vrai début. C'est le vrai début. Et mon père et donc mon grand-père, qui l'a énormément aidé. C'est un schéma qui se répète, hein, le père qui aide beaucoup le fils, puisque c'est le cas aujourd'hui aussi avec mon père. Donc mon grand-père et mon père ont créé ce camping. Donc ils étaient tous les deux dans le bâtiment, puisque mon père avait fait un CAP carreleur, et donc ils étaient dans le bâtiment, et ils ont décidé de se mettre en indisponibilité. Donc c'est aussi un risque qu'on prend pendant un an, plus d'un an, puisque en fait mon grand-père était à son compte et mon père travaillait avec lui, donc ils avaient vraiment plus du tout de source de revenus. On n'avait pas les mêmes solutions et alternatives qu'aujourd'hui, et ils se sont lancés et ils ont tout créé ex nihilo. Sur tout ce camping, donc ils connaissent le camping évidemment par cœur, les réseaux, les tranchées, les terrassements, la maçonnerie, tout a été fait par eux, hormis la charpente, les couvertures qui ont été faites par eux, mais des amis du métier. Tu vois, quand on parle tout à l'heure on parlait en aparté avant de commencer le podcast quand on prend une entreprise à l'instant T, aujourd'hui, la tienne, la mienne, et que les gens disent oui, bon, voilà, ok, ça représente ça, mais je leur dis toujours, ce qui est intéressant, et ce qu'on disait tout à l'heure, c'est le parcours. C'est le parcours, c'est la construction. Alors la construction, en l'occurrence, là on parle de bâtiment, on parle de construction, on est vraiment dans la construction, on parle de risque aussi, hein. On parle de prise de risque. Ça c'est super important dans un parcours entrepreneurial. Il y a quand même un moment donné où tu te jettes à l'eau, hein, c'est le cas de le dire. Et ça c'est super intéressant. Et d'ailleurs, donc toi, tu n'étais même pas né à l'époque, hein, je Absolument. pense. Voilà, c'est ça. À l'époque, c'est quoi ? C'est un camping, au début, c'est un camping qui est classé, qui est... Alors, dès l'ouverture, le camping a été classé 3 étoiles. Donc, dès le début, effectivement, il était classé. Ils avaient essayé de voir grand et de faire les travaux en ayant tous les critères pour être 4 étoiles
de l'époque, mais ils ont commencé avec 3 étoiles. Et quelques années après, lorsque je suis né d'ailleurs, ils ont fait cette demande de passer en 4 étoiles, et donc le camping est classé 4 étoiles depuis. Alors là, à l'époque, on est d'accord, on parle de pas tout à fait du même camping qu'aujourd'hui. Hein. D'ailleurs, maintenant, on ne dit plus le mot camping, on dit l'hôtellerie de plein air, on est presque dans de l'hôtellerie. On parle de bungalow, maintenant on voit des bungalows de gamme. Bon, ça pareil, on va en reparler tout à l'heure, mais à l'époque, c'est déjà du bungalow, ou alors c'est que des emplacements de tentes À l'époque, c'est 100% d'emplacements de tentes. Voilà, on est d'accord. Donc, ça. Il n'y a pas de bungalow, il n'y a pas de... Tout à fait. Et puis on n'est pas du tout dans la même configuration qu'on pourrait imaginer aujourd'hui. On est dans du pas plein air sans d'Internet. hôtellerie. Plein air sans hôtellerie. C'est ça, complètement. Et on est en plus de ça sans les mêmes moyens de communication d'aujourd'hui. Donc pour commercialiser, autant dire qu'ils ont tout. Lorsqu'ils ont eu fini de construire le camping, ils se sont dit on va attendre les clients, mais ils avaient aucun moyen d'aller les chercher. Et oui, donc, c'est ça. Comment on recrute entre guillemets comment on fait venir les gens? Disons qu'ils étaient assez dans le boulot, la tête baissée, donc ils n'ont pas pu faire grand chose d'autre. Et lorsqu'ils ont ouvert, ils se sont dit on va voir si les gens passent sur la route et viennent. Et le camping, dès la première saison, s'est retrouvé complet. Et là, il faut que je dise quelque chose de très important. Peut-être que certains qui nous écoutent se sentiront concernés, mais on reconnaît à notre département de la Dordogne d'être très bien fédéré, avec un bon syndicat et avec beaucoup de campings qui se voient collègues et non concurrents, loin de là. Et donc, on a vraiment beaucoup de confrères avec qui on s'entend bien, on a des relations très amicales, et ça le prouve à cette époque-là, puisque à cette époque-là, beaucoup de campings autour de nous ont joué le jeu, et en fait, ont envoyé des clients, ont envoyé du monde chez nous, dans le nouveau petit camping qui venait d'être construit. Donc il n'y avait pas du tout d'esprit de concurrence. Je suis complet, je t'envoie du monde, etc. Exactement. C'est toujours le cas ? C'est toujours le cas. Il y a toujours... Alors, aujourd'hui, avec Internet, c'est différent, parce qu'à l'époque... Il y a des chaînes aujourd'hui, en plus. En plus, mais on a de la chance quand même d'avoir beaucoup d'indépendants en Dordogne. Pour quelques temps, je pense, j'espère. Oui. Mais même s'il faut de tout dans l'écosystème. Mais par contre, non, vraiment, à l'époque, c'était le coup de fil pour savoir, pour envoyer les gens, pour diriger les gens. Aujourd'hui, les gens, ils recherchent sur Internet directement. Donc, si l'établissement est complet, ils y vont pas, ils passent à un autre. Donc là, aujourd'hui, ça fait que on a moins cet effet-là. Mais par contre, les campings, en règle générale, sur la Dordogne, jouent toujours le jeu. Alors toi, dans cette histoire, tu grandis dans le camping, donc si je comprends bien, tu fais... Alors là, j'ai pas creusé, par contre, je te pose des questions. Tu fais des études. En gros, la question qu'il y a derrière, in fine, c'est à quel moment tu te dis, je vais en faire mon métier ? Alors ça, c'est une excellente question. Donc comme tu dis, oui, j'y passe tous mes étés. Moi, j'allais pas en colonie de vacances. T'as des copains en fait toute l'année, toi. Ah, voilà, ouais, tout l'été, j'avais des copains. J'étais à la piscine, j'étais bronzé comme jamais. J'avais des copains tous les jours. Enfin, toutes les semaines, ils changeaient par contre. Mais voilà, je m'ennuyais pas du tout. Donc ça, c'était chouette. Et d'ailleurs, il y a beaucoup de personnes des fois qui me disaient, mais est-ce que t'as souffert de pas partir en vacances avec tes parents ? Parce que en plus, le contexte. Non, t'étais tout le temps en vacances. Voilà. Donc finalement. Aucun regret par rapport à ça, même si j'ai vu la mer pour la première fois de ma vie, l'océan, à mes 18 ans. Ça paraît surprenant, on dit comme ça, parce que depuis j'ai beaucoup voyagé, j'ai eu cette chance-là. Mais voilà, il s'avère que j'ai jamais été malheureux, loin de là. On va en parler, des voyages. Donc je sais plus où on en était par rapport à ça, mais oui, tu me demandais de parler de moi. Oui, voilà, à quel moment Quentin se dit, tu sais, souvent on se dit, moi le modèle familial, il me saoule avec leur camping, mes parents, je vais faire autre chose, j'ai surtout pas envie de rester ici. À quel moment il y a alors par rapport, peut-être que tu peux me l'expliquer par rapport à ta formation, je ne sais pas, à quel moment tu te dis, oui, je vais prendre la suite, quoi. Ouais. Alors moi, c'est même différent de ça. Je vais te dire, je pense que dès le début, dès très jeune, je savais que je voulais reprendre le camping. Ah oui, d'accord. Mais je pense donc une vocation, quoi. Ouais, une vraie vocation. Par contre, les gens l'ont su tard. Mes parents les premiers, même si, me connaissant, ils savaient peut-être que je m'orientais vers ça. Tu es fils unique ? J'ai un grand frère. Un grand frère qui a 50 plus que moi. Okay. Mon grand frère, lui, c'était couru d'avance. Il voulait travailler dans l'enseignement. Dès qu'il était enfant, il disait, je vais être instituteur. Il a fini par être prof d'art plastique. Donc il est tous dans la famille ce que vous vouliez. Voilà, une vocation très tôt. Et moi, c'est vrai que donc ce qui est intéressant, je trouve, c'est que j'avais un peu peur de le dire. Donc ce qui fait que j'ai tardé à le dire. Donc je vais te parler aussi de mon parcours professionnel, plutôt de l'éducation dans le tourisme. Longtemps, j'osais pas le dire.
dire. Je saurais pas expliquer pourquoi, mais peut-être parce que je trouvais que c'était une facilité de dire, moi, quand on a 15 ans, moi, je vais reprendre le camping de papa. C'est facile de dire ça et ça peut paraître peut-être très facile. On a l'héritage de papa, on hérite de l'entreprise et puis on l'a fait tourner et puis voilà. Pas besoin de fournir trop d'efforts. Donc je pense que j'avais, même très jeune, déjà cette crainte-là du regard des autres. Et donc je disais, même à mes parents, que je savais pas ce que je ferais. Oui, et puis tes parents, ils vont peut-être avoir envie aussi que tu fasses tes preuves, non? À Alors, un moment donné, non? Ils sont sévères là-dessus ou pas? Alors j'ai un père sévère sur ça. On est dans notre famille. Ok, tu veux reprendre le camping, mais bon, attends, t'es gentil. Mais... C'est ça. Et alors moi, à l'opposé de ça, j'ai quelque chose d'autre. J'ai ma maman qui nous a toujours soutenus dans tout, évidemment, mais qui par contre faisait tout pour me dire fais autre chose. Fais pas ce métier, c'est un métier très difficile. Tu vas devoir donner de ta personne. Tu vas pas être en vacances, ne crois pas ça. Voilà, tu vas pas être en vacances et surtout tu vas peut-être pas bien gagner ta vie parce qu'elle a eu cette expérience de, rappelons-le, mon père qui a créé un camping à 25 ans. Rude au départ, ouais. Donc voilà, très rude. Donc elle avait un peu elle était marquée par cette situation-là et donc elle voulait pas forcément que je refasse ça. Même si aujourd'hui elle est avec moi, elle m'accompagne dès qu'elle peut et qu'elle est un soutien sans faille, c'est pas la question. Mais voilà, elle se disait que peut-être il y aurait d'autres voies plus faciles, et c'est peut-être le cas d'ailleurs, mais on le sait bien, on ne choisit pas tout le temps la facilité. Donc voilà, c'est comme ça que c'est venu chez moi. Ça a été très tôt, mais je l'ai pas forcément dit, même si je faisais des études dans le tourisme. Alors oui, c'est ça la question que j'allais te poser à nouveau. C'est il y a quand même une formation pour ça. C'est ça. Et donc j'ai décidé. Comment devient-on directeur de camping? Quelles formations, quels atouts, quelles qualités Je pense que pour être gérant de camping, on peut faire plein de formations différentes parce qu'on touche tellement à plein de métiers différents et à plein de facettes de plein de métiers que finalement, on le voit aujourd'hui dans les gérants de camping, on a de tout. On a des gens qui n'ont pas du tout tous la même formation. Donc moi, je sais que je suis parti vers un BTS tourisme. Et donc le BTS tourisme de l'époque, j'avoue qu'aujourd'hui je ne le maîtrise pas vraiment, mais le BTS tourisme de l'époque, il était très porté sur le tourisme international. Et c'est-à-dire, c'était de la vente d'agences de voyage, envoyer les gens ailleurs, faire de la promotion, de la communication sur des destinations, mais c'était pas tant sur gérer une entreprise. Donc j'aurais pu aussi faire un BTS assistant de direction, un BTS dans l'entrepreneuriat. Il y a, je pense, plein de formations différentes possibles. Mais moi, je me suis plutôt orienté vers un BTS tourisme, donc en 2 ans, et ensuite j'ai fait une licence professionnelle qui aujourd'hui n'existe plus, à mon grand malheur, parce que c'était vraiment une formation excellente, qui était à Périgueux, qui était une licence professionnelle commercialisation des produits touristiques. Oui. Et donc voilà, tout de suite, mon père en parlait avec quelques personnes autour de lui à l'époque en disant qu'est-ce que mon fils devrait faire comme formation et notamment, alors je vais le citer, Jérôme Neveu qui était le directeur de notre syndicat des campings de Dordogne et qui a dans le passé été aussi gérant propriétaire d'un gros camping. Il lui avait demandé son avis, il lui avait dit non mais ton fils il connaît comme tous les enfants de camping, ils connaissent la gestion d'un camping, enfin ils connaissent ce qu'est le camping. En fait la formation c'est une chose, mais en fait t'apprends sur le voilà. Ils ont l'expérience, depuis qu'ils ont 16 ans, ils sont au service et ils accompagnent les clients aux emplacements. Donc il sait faire. Il vaut mieux qu'il fasse autre chose, qu'il sache vendre. Et donc c'est pour ça que je suis parti dans de la commercialisation. Et puis en fait, ton métier, c'est un énorme métier de relationnel en fait. Absolument. À 80% du temps, je pense. Absolument. Alors moi, j'en pratique peut-être que 60%, parce que je suis un peu moins bavard que mon père, qui lui devait faire 99%. On n'a pas évité ton père, il fallait qu'on fasse 4 heures. Hein. Ah oui, au moins. Non, c'est vrai que c'est très important. C'est comme ça aussi qu'on crée sa clientèle et qu'on a une relation avec le client, parce que c'est ça qu'ils recherchent aujourd'hui aussi les clients, c'est d'avoir une vraie expérience là où ils vont et pas juste un lit pour dormir. C'est ça. Donc, toi, tu arrives donc en fait, tu as repris je dirais, on peut dire la direction du camping. Il y a combien de temps maintenant? Ça fait combien d'années? Alors, je dis tout le temps 8 ans. Il faudrait que je recalcule pour voir si les calculs. T'es arrivé directement à la direction? 2018. T'as d'abord monté des échelons familiaux? Non. Il n'y a pas d'échelon. J'ai eu la chance d'avoir un père qui nous laissait faire beaucoup de choses. Je dis nous parce que je parle de moi et de mon frère, même si mon frère n'était pas forcément intéressé par ce métier. Oui. Il a, comme moi, fait des saisons à partir de ses 16 ans. Alors bon, si on est écouté par les services de l'État, il faudrait peut-être que je dise un âge autorisé, parce qu'on y était très tôt, bien sûr, très jeune. Mais bon, on s'arrête pas. Encore une fois, vous ne travailliez pas, donc vous étiez en vacances. Voilà, on était juste en vacances. Mais on était derrière les comptoirs. Et donc mon père nous a souvent laissé gérer beaucoup de choses. Donc moi,
je te parle de 2018, c'est officiellement quand j'ai en fait créé ma propre société et que j'ai fait un rachat du fonds de commerce de mon père pour reprendre officiellement. Mais avant ça, effectivement, j'ai fait quelques années avec lui. Il te l'a vendu quand même. Et il a réussi à me le vendre. Bon, alors ça aussi, on peut en parler parce que je pense que c'était le meilleur format pour tout le monde, pour lui comme pour moi, parce que j'ai quand même eu la chance d'avoir un outil qui ne m'a pas coûté le même prix que quelqu'un paierait s'il venait à racheter un il a quand même été gentil. Il a été très gentil. En fait, je suis toujours pas propriétaire du foncier, mais j'ai créé donc ma société pour lui racheter le fonds, donc c'est toujours ça. Et puis ensuite, lui, il me loue son foncier, il me loue ses terrains, donc ça lui permet aussi de se faire un complément de retraite parce que aujourd'hui, quand on n'a pas cotisé tous les mois à sa retraite, on a des petites retraites quand on est entrepreneur. Donc aujourd'hui, le camping La Nouvelle Creuse à Rouffignac, c'est un camping 4 étoiles. En Dordogne, il y a, toi qui étais au syndicat, il y a un gros syndicat de camping en Dordogne. Je pense que on peut en parler 5 minutes parce que, de mémoire, je crois que c'est un des territoires en France, à l'intérieur des terres où il y a le plus de camping, je crois, la Dordogne, hormis les côtes. Hein. Oui. Il y a combien ? Il y a 250 campings en Dordogne à peu près ? Alors, je pense un petit peu moins, 220, 230 officiellement. C'est énorme. Hein. Si on parle des vrais campings déclarés officiels, aménagés. Combien de 5 étoiles ? Combien de 4 étoiles 5 étoiles, une dizaine ? Alors, 5 étoiles, ouais, peu. Ceux qui sont le plus représentés, c'est les 3 étoiles. Il y a beaucoup de 3 étoiles en Dordogne. Et les 4 étoiles, je t'avoue que le chiffre, je ne le maîtrise pas. De moins en moins de 2, je pense. Et de moins en moins de 2 et de 1. Effectivement. Oui, il y a une montée en gamme quand certains même. Certains se déclassent ou certains évoluent, effectivement. Parce qu'en fait, le camping, là, alors tout le monde connaît le film Camping, hein, comme dit, je ne sais plus comment il s'appelle dans le film. On n'attend pas Patrick. Oui, alors on fait plus de camping, on fait du bungaling. Mais cette phrase, elle est géniale parce que en fait, ça explique à peu près toute l'évolution du camping depuis 30 ans. Aujourd'hui, maintenant que tu es donc depuis, on va dire, alors à peu près 8 ans aux responsabilités du camping La Nouvelle Creuse, le camping, c'est plus du tout ce que c'était au début. Les emplacements, tu vas me confirmer tout ça, mais les emplacements, c'est minoritaire. Il y a encore quelques places dispo pour ceux qui arrivent avec leur tente, on va dire, mais on est passé à du bungalow moyenne gamme, du bungalow haut de gamme, voire très haut de gamme. Enfin, moi, je vois des offres qui sont assez dingues parfois dans certains campings aujourd'hui. On est vraiment dans de l'hôtellerie. On est vraiment sur de l'hôtellerie. Il faut quand même pas oublier que, et d'ailleurs, on a un retour un peu aux sources et à l'originel, au camping originel. On a quand même des campings qui ont beaucoup d'emplacements nus. Oui. Il y en a quand même encore, oui. Il y en a quand même encore, et des petits établissements, parce qu'aujourd'hui, il y a des campeurs qui recherchent ça aussi. Oui. Donc ça, on en a. Mais tu as entièrement raison. Puis la mode est un éternel recommencement. Si ça se trouve, on va revenir à des... C'est ça, à l'originel, à la nature, à la tente qu'on plante dans l'herbe. Ouais. Non, ça c'est sûr. Après, tu as entièrement raison. Évidemment, le camping a énormément évolué. On le disait tout à l'heure, quand mon père a ouvert le camping, il avait 0 bungalow. Aujourd'hui, on en a 34, sachant que, c'est vrai qu'on l'a pas dit, mais mon camping est un petit camping, hein, puisqu'on est le plus petit 4 étoiles de tout le département. On a 44 emplacements. Et donc, sur 44 emplacements, on a 34 hébergements, sachant que, à l'époque, mon père en avait 0. Donc, ça montre effectivement l'évolution du camping aujourd'hui. Vous avez la place encore pour grossir ou Alors, est-ce que d'abord, ça serait un souhait, et est-ce que si c'est un souhait, est-ce que vous pouvez le faire géographiquement, en fait? On peut le faire réglementairement, puisque on a la chance d'avoir 15 hectares de domaines de propriété, et on a plus de 5 hectares de prairies classées constructibles, donc où on pourrait agrandir notre camping. Alors, je devrais peut-être pas trop le dire d'ailleurs, parce que je vais avoir plein d'appels de groupes qui vont vouloir me racheter pour pouvoir faire un énorme camping et faire une extension. Mais pour répondre à ta question, quand j'étais enfant, j'avais ce rêve d'avoir des mobil-homes partout dans la prairie et d'avoir des toboggans, des piscines aquatiques et tout un tas de choses. Et aujourd'hui, j'en reviens énormément, et mon souhait, c'est de conserver le camping tel qu'il est, et donc de pas ajouter du tout d'emplacement. Très bonne transition, le camping tel qu'il est. Un camping 4 étoiles, même petit en 2026, c'est quoi ? C'est-à-dire, je précise un peu ma question, donc il y a différents métiers, il y a différentes entités, il y a des piscines, je crois qu'il y en a 2 chez toi, une couverte, une découverte, il y a une épicerie, il y a donc des bungalows,
bungalows de plus ou moins haut de gamme. Il y a peut-être, tu vas me dire tout ça. Il y a quoi d'autre? Il y a un spa, je crois aussi. Aujourd'hui, ça devient un petit peu dingue, quoi. On est sur des offres, vraiment très attirantes, quoi. Est-ce que ça devient une destination? Est-ce que le camping, après c'est une autre question ensuite derrière, est-ce que le camping devient une destination en soi? Est-ce qu'on choisit un camping ou on choisit de venir en Périgord? Tu as raison. C'est vrai qu'aujourd'hui, on le sait, mais c'est surtout les grosses structures, mais les campings cherchent à évidemment garder leurs clients sur place, puisqu'on a tout sur place. Vous avez des clients fidèles, beaucoup? Alors moi, j'en ai. Moi, je te harcèle de questions. Mais... Ouais, je vais pas pouvoir tout répondre. Il va falloir que tu me les rappelles. Hein. Je vais le noter sur un papier. Non, nous on a des clients fidèles, mais je dirais que c'est plus la même clientèle que mon père. C'est plus le client fidèle, habitué, qui va venir tous les ans, au même emplacement, Jacques Hippique, au numéro 28, comme dans le film Camping. Même si, pour la petite anecdote, dans notre camping, on a eu pendant plus de 20 ans Jackie au numéro 28. Hein. Je sais pas si Franck Dubosc a piqué l'idée chez nous. Mais tu sais que Franck Dubosc venait en Périgord au camping c'est à Sénac, C'était à Sénac, au camping municipal de Sénac. Tout le monde ne le sait pas, ça, je pense. Ouais. Donc, c'est le Périgord qui l'a inspiré pour le film Camping. Tout à fait, ouais. Et donc, du coup, voilà, ce côté client habitué qui reviennent, et ça, c'était souvent les campings, les puristes en caravane. On en a moins, mais par contre, on a beaucoup de clients fidèles qui vont revenir tous les 3 ans ou au bout de 4 ans, ils reviennent, on les revoit. Donc déjà, des fois, ils nous disent on est déjà venu et puis on a oublié, hein, à force de voir pas mal de têtes. Mais je pense que ça témoigne aussi un peu des clientèles aujourd'hui, parce que les gens, ils veulent découvrir le monde, hein, aussi, et donc bouger, faire d'autres choses et de pas se cantonner à une destination. Mais on les retrouve, ils reviennent quand ils ont le mal du pays, on va dire. Les gens qui viennent chez vous, en général, traditionnellement, c'est quoi? C'est une semaine toujours, à peu près, la moyenne? 1 à 2 semaines? En majorité, c'est une semaine, oui. D'accord. Après, ça peut être 15 jours, bien sûr, 3 semaines. Et on a des courts séjours, surtout hors saison. Mais on a essentiellement à la semaine, oui. Ok. Donc, je reviens sur mon offre. Les bungalows, c'est une semaine à Nouvelle-Croze. Demain, je veux réserver, ce que j'espère vont faire plein de gens qui vont nous écouter. Je vais sur votre site internet. L'offre, elle est comment? Il y a plusieurs typologies de bungalows, plusieurs prix? Plusieurs prix, plusieurs bungalows, mais je vais te dire aussi, ça dépend, tu veux venir en avril ou tu veux venir en août? Si tu veux le moins cher, ne viens pas en août, c'est le conseil que je pourrais donner. Mais on va dire à saison égale, au mois d'avril, t'as combien ça va de combien à combien, par exemple? Alors, on pourrait prendre peut-être le mois de juin pour prendre un milieu de prix, on va dire. Alors, au mois de juin, il y a combien de typologies d'hébergement? Si on parle de l'entrée de gamme, on va être à 350 € la semaine, donc ce qui est un prix vraiment abordable, on va dire, pour une semaine, pour un hébergement pour 4 personnes, même si souvent on a des couples. Donc là, on a quoi? On a un petit bungalow Un petit bungalow, nouvelle génération quand même, les mobil-homes qu'on connaît avec les toits de pente, avec une terrasse couverte, voilà, bien équipé. Okay. Mais c'est l'hébergement entrée de gamme, 2 chambres, on commence à 2 chambres chez nous. Donc là, voilà, on est dans ces ordres de prix-là, 350 €. Mais ensuite, si on passe sur un mobil-home supérieur qui va être premium, qui va être climatisé, qui va avoir une grande télévision, qui va avoir la terrasse couverte, enfin voilà, plein d'options supplémentaires, le lave-vaisselle pour ceux qui veulent pas s'épuiser, des choses comme ça, des services supplémentaires. On va monter vers les 450-500 €. Et ensuite, on a, en tout cas chez nous, l'hébergement ultime premium, on va dire, qui sont nos lodges sur pilotis. C'est quelque chose qu'on a créé il y a 3 ans de ça. On a fait une petite extension, même si on a conservé le même nombre d'emplacements, on a restructuré le camping et on a intégré 4 lodges sur pilotis avec une vue sur un vallon et qui sont, eux, des hébergements vraiment premium. Donc, on est plus dans les 700-800 € la semaine en juin. Vous avez, vous, un système, comme dans certains campings, où les gens peuvent acheter, investir, en fait, faire de l'immobilier, tout simplement, hein, Alors, pas chez nous. Alors, attention. On fait pas d'immobilier dans le camping, ça n'existe pas. Non, mais oui, comment ça fonctionne? Vas-y, voilà. Parce que je connais des campings où tu peux acheter un mobil-home. Oui. Et alors, c'est là où réside l'incompréhension de certains. Comment? Center Parks, notamment, fait ça. Oui. Mais il faut faire attention parce que là, on parle de clients résidentiels. Oui. Alors, je maîtrise pas la gestion chez Center Park, mais quand on parle d'être propriétaire d'un mobil-home dans un camping, en fait, on n'est évidemment pas propriétaire d'un bout de terrain. Donc, on n'est pas propriétaire d'immobilier. Le mobil-home, c'est, comme son nom l'indique, mobile. Il y a des roues, donc c'est un meuble, en fait, tout simplement. Donc, une personne qui réside sur un camping, déjà, elle ne doit pas y résider à l'année, normalement, et elle loue l'appartement
parcelle, donc c'est une location de la parcelle à l'année, et elle y met son propre mobil-home qui est son bien. Mais c'est vrai que parfois ça peut créer quelques conflits entre gérants de camping et propriétaires résidentiels, parce que très vite le raccourci se fait de se dire je suis chez moi parce que je suis dans mon mobil-home, mais le mobil-home lui est sur un terrain qui est loué comme une parcelle serait louée pour louer une semaine un emplacement pour y mettre sa tente, sauf que là on y a un mobil-home toute l'année. Mais effectivement il y a des campings qui proposent des contrats résidentiels qui se renouvellent. Même en Dordogne, on en a plein. Nous, mon père a connu cette époque-là, puisqu'on a eu jusqu'à 12 clients résidentiels sur notre camping. Jusqu'à ce que moi j'arrive et que ça bouge un peu et que j'en ai plus un seul. Alors en pleine saison, on va rentrer un petit peu dans le fonctionnement d'un camping en saison. Alors déjà, il y a une avant-saison, on y est là en ce moment, une saison et une après-saison. Déjà, peut-être avant de parler du fonctionnement en saison et des différentes prestations offertes aux vacanciers, vous faites quoi en ce moment-là ? C'est quoi le boulot pour préparer la saison ? C'est quoi qui vous prend le plus de temps ? Alors, tout nous prend beaucoup de temps en ce moment. Comme j'ai tendance à le dire, et je le disais encore ce matin à mes employés de ménage qui ont déjà embauché chez nous, on devrait faire en fait en un mois sur le mois de mars 4 mois de travail qu'on devrait condenser sur un mois, ce qui est rarement possible. Donc là, on est très occupé parce que il y a la remise en eau de tous les hébergements après l'hiver. Oui. Donc les hébergements, c'est tous nos mobil-homes qui sont hivernés pour l'hiver puisque c'est pas isolé, donc forcément. Le du terrain, tout ça. Donc voilà, entretien extérieur, la taille des haies, arbustes, la tonte évidemment, le ramassage. Combien d'hectares là Alors nous, on a petit, mais quand même, on a 7 hectares. Ouais, on a 7 hectares et on a en fait les mobil-homes qui sont sur à peu près un peu plus de 2 hectares et on a 7 hectares en tout de domaine, disons, c'est un petit domaine, 7 hectares à gérer, à entretenir et donc ensuite voilà, tout mettre en route, mettre en service, les piscines à mettre en service. Là, il va falloir que je m'y mette, même si ça fait quelques semaines que je suis moins disponible, mais là il faut qu'on se lance. Au niveau de l'effectif, en termes de personnel, donc avant de parler des prestations, mais en fait ça va ensemble, vous avez un effectif, je suppose, saisonnier, vous avez des gens qui sont en contrat, ça m'intéresse que tu m'expliques un peu comment ça fonctionne, parce que je suppose qu'il y a un effectif permanent à l'année, faible. Chez nous, il n'y en a pas. Il n'y en a pas, à part toi peut-être, et ton épouse, je ne sais pas. Alors, moi et mon père, parce qu'en fait, mon père est toujours co-gérant avec moi sur l'entreprise. D'accord. Et on est tous les deux des travailleurs non salariés. Donc, on est gérant du camping. Donc, on peut dire à temps plein oui, mais voilà, on est avant tout les gérants du camping. Donc, et tu es en même temps responsable communication, marketing. Voilà, je ne sais pas si ça compte comme... Gestion des réservations et comptable. C'est ça, tout à fait. Voilà. Tout à fait. Et l'été, tu vends les croissants à l'épicerie. Exact. Le raccourci est bon. Donc nous, sur notre camping en tout cas, mais tu as raison, c'est comme ça que ça fonctionne sur beaucoup de campings lorsqu'ils sont un peu plus gros. Oui. Y a un effectif annuel qui est faible et ensuite on a beaucoup d'employés saisonniers. Et nous non, on n'est que tous les deux, sachant que mon père est quand même en pré-retraite, donc il est co-gérant avec moi, mais il passe beaucoup de temps à j'allais dire se reposer, ça lui plairait pas s'il m'écoute, mais à faire d'autres choses. Et c'est bien normal parce que c'est. J'espère qu'il va t'écouter. Oui. Donc voilà, mais effectivement, après, dès qu'on ouvre, on a des employés... Alors, de 2, vous passez à combien au maxi de la saison ? Au maxi de la saison, on est 6. Ah, je pensais plus. Pas en temps plein. Ah oui, d'accord. Mais en nombre de personnes ? En nombre de personnes, on est... temps partiel, alors, temps 6, plein. pardon, si je nous compte nous, ça fait 8 du coup. Oui, d'accord. Okay. 6 employés en temps partiel, dont 2 qui sont en temps plein et qui sont sur temps plein juillet-août, qui sont des saisonniers qui vont nous aider sur tous les services qu'on a, puisque... Alors oui, vous recrutez à quel poste ? Voilà, c'est ça qui est intéressant. D'ailleurs, il y a peut-être... j'ai vu sur Instagram, parce que j'ai tout regardé, que vous aviez des annonces de recrutement. Oui. Vous recrutez qui, quoi, comment, quand ? Nous, on recrute rapidement en début d'année pour les postes d'entretien, pour la préparation des hébergements, puisque il faut préparer les hébergements, et puis dès qu'on est ouvert le 11 avril, on a des familles partout sur le camping, et donc il va falloir qu'ensuite on tourne entre chaque semaine et chaque client pour entretenir, donc pour le ménage. Donc du coup, ça c'est 2 postes de ménage en temps partiel. Ouais. Et ensuite, en haute saison, donc en fait j'ai 2 employés en temps partiel pour le ménage et l'entretien des hébergements et des sanitaires et des parties communes, et on est 2 avec mon père. Et ensuite, c'est surtout sur juillet-août, où là, on a du personnel supplémentaire pour le ménage. Donc, toujours dans le ménage, en fait, et notamment les samedis, parce que le samedi, on a beaucoup de changements. Quand en camping, c'est souvent du samedi au samedi. Donc, le samedi matin, à 10h, tout le monde part, et à 15h, tout le monde arrive.
Ouais, et puis c'est du monde à la réception aussi, je suppose. Alors c'est peut-être toi? Non, c'est moi, ouais. C'est moi qui suis à la restauration. C'est moi qui suis au restaurant. Pas au service, quand même. Extrêmement impressionnant. Mais quoi que j'ai connu. Et au spa, c'est toi aussi ou pas? Non, on a une masseuse indépendante qui vient quelques jours par semaine. Non, quand même. Oui, voilà, donc c'est la prestation, ok. Ouais, d'accord, qui est ponctuelle. On essaie d'extérioriser sur rendez-vous, en fait. C'est ça, tout à fait. D'accord. On propose des créneaux et puis. Maître nageur, non? Surveillance? Non. C'est toi? On a un bassin non surveillé puisque pour tous les établissements privés mais recevant du public, dès lors que c'est une prestation à la piscine que pour les clients de l'établissement, on n'est pas dans l'obligation d'avoir un surveillant de baignade ou un maître nageur. Par contre, il faut évidemment qu'on respecte toutes les règles de sécurité et Dieu sait qu'il y en a au niveau des bassins. Donc non, on n'a pas d'employé à ce niveau-là, mais c'est surtout pour les services et puis pour le ménage en tout cas pour ce qui nous concerne. Donc je résume 2 personnes l'hiver, les gérants fondateurs, jusqu'à 8 l'été en tout, avec des personnes multifonctions. Un Quentin qui, comme j'ai vu sur votre site internet, est le matin à 7h à la boulangerie à vendre le pain et qui ensuite file à la réception et surveille la piscine. Alors je caricature un peu. Ouais, mais... c'est un petit reportage à la télé que tu as vu. Donc bon, souvent ils aiment bien en faire un peu trop. Je caricature un peu, ouais. mais enfin, quand même, malgré tout, oui, c'est quand même. Tu me disais tout à l'heure en aparté également, j'arrive à prendre du temps pour moi. Malgré tout, quand même, tu as intérêt à être en bonne santé, donc tu es jeune, certes encore, mais je pense que une bonne journée de canicule. Alors tiens, d'ailleurs, j'allais te demander ça c'est, je pense que c'est quelque chose qui intéressera nos auditeurs. C'est le gros coup de chaud de l'été, mais pas coup de chaud dans le sens chaleur, mais le gros coup de chaud de l'été, il existe. Il y a la journée de l'été où tout part éventuellement en cacahuète et où vous êtes débordé, complètement overbooké. Il y a la soirée de l'année, je ne sais pas, de l'été. Alors après, certains de mes collègues te diraient peut-être oui. Moi, je le vis peut-être différemment parce que nous, on a un camping sans animation. Donc, d'accord. On a ça en moins. C'est un vrai choix qu'on a de ne proposer aucune animation. Intéressant ça. C'est pour ça que j'aimerais des fois m'appeler hôtel de plein air, mais non pas pour avoir un titre pompeux. Hein. C'est juste parce que des fois, on peut assimiler au camping le côté justement animation, convivialité. Nous, je crois qu'on est quand même la convivialité et l'expérience client, mais c'est vrai qu'on n'a pas du tout d'animation. Vous choisissez plus le côté calme. Voilà, le repos, il n'y a pas la danse des canards dans la piscine avec l'animateur, il n'y a pas la soirée Miss Camping. Voilà. Okay. Et ça, c'est un choix qui est vraiment qui est arrivé avec moi en fait. Hein. J'ai aussi mis ma patte sur l'établissement, donc il a évolué avec moi. Et aussi parce qu'il y avait une demande des clients, parce qu'on a un petit établissement, donc on avait une vraie demande des clients sur ça effectivement. Mais pour en revenir à ce qu'on disait, là, on parlait plutôt des un moment de tension, un moment chaud dans l'été. Il y en a un tous les ans. Alors, je vais te dire, il y en a un toutes les semaines. C'est les samedis matins, enfin les samedis toute la journée. La bascule des nouveaux des partants et des arrivants. Quand tu as, alors nous on a un petit camping encore une fois de seulement 44 emplacements, mais quand tu as 250 personnes qui partent le matin à 10h, à qui tu dois dire au revoir et passer du temps évidemment et avec plaisir encore une fois, c'est pas le propos. Limite, essayer de les fidéliser, voilà. Les changer un peu. Et ensuite la course où il faut préparer les hébergements, réparer les éventuels petits problèmes, voilà, faire des ajustements et ensuite 15h être sur le pont à la réception pour recevoir tous les clients et sourire encore. Là, ça demande quand même. Oui, donc c'est le turnover du samedi. Alors ça, je pense que c'est vrai partout. C'est vrai dans les hébergements en montagne où on était en location. Je pense que le samedi, oui, ça carbure dans tous les sens. Quoi. Il y a les femmes de ménage ou hommes de ménage d'ailleurs, parce que je dis femmes, mais bon voilà. Absolument. Les deux qui doivent passer. Les gens sont pressés d'arriver. Je pense qu'ils arrivent à 14h. Ils ont bien chaud. Ils se disent est-ce que mon bungalow est prêt? Non, il n'est pas encore prêt. Ils arrivent quelques heures avant. Des anecdotes à ce sujet, des problèmes, des clients pénibles. Il y en a toujours certainement, mais globalement ils sont sympas les clients. Globalement ils sont sympas. On a tous les ans des clients effectivement, notamment le samedi, qui sont un peu échaudés. S'ils ont eu quelques heures de bouchon, qu'ils ont eu la route un peu longue, qu'ils ont eu chaud, qui arrivent un peu tendus, un peu énervés. Donc ça peut des fois chauffer un peu la réception, même si c'est des cas rares. Mais avec ces cas-là, ça finit toujours bien. C'est-à-dire que une fois qu'ils ont trouvé leur hébergement, qu'ils se sont installés, ils reviennent quelques heures après et puis ça va tout de suite mieux. Donc on leur en tient pas rigueur en général. T'as pas une anecdote, non, un truc marrant là? Une anecdote. Allez, un client, je sais pas, il y a toujours quand même le client un peu lourd là qui est pénible, qui vous fait un scandale pour un, je sais pas, non? Ouais, il y a que des gens gentils. Non, je te mentirais si ou originaux aussi. Ouais, non, je te mentirais si je te disais qu'on n'a pas de clients un peu embêtants, mais c'est la règle du jeu aussi. Mais là, j'en ai pas qui me viennent, donc tu vois, ça doit pas être si marquant que ça. D'accord. Ça doit pas être si marquant que ça. Ça va
plus me marquer moi sur le client qui va pas forcément nous dire son avis ou ce qu'il pense et qui va peut-être le mettre en ligne, tu vois, si on parle des avis en ligne, parce que là du coup c'est après son passage, on peut plus discuter avec lui, ça, et on va en reparler ça marque un peu plus ça, que le client sur place qui va se plaindre, des fois légitimement, et donc on répond à sa plainte et on essaie de faire tout ce qu'on peut, des fois pas du tout légitimement, mais bon, on est là pour écouter, donc il faut... Vous n'avez pas eu de gens connus déjà dans ton camping, non? Des gens qui se mettaient au vert et qui... Non, on n'est pas un camping assez... Ouais, c'est pas très people, connu, mais tu peux avoir des gens qui veulent se cacher, justement. Non, c'est sûr, ça pourrait, non. À part le directeur national du tourisme à l'époque, qui nous avait été envoyé par le département, en fait, j'ai presque envie de citer son nom, s'il nous écoute, t'es sûr qu'il nous écoutera parce qu'il traîne beaucoup sur les réseaux et sur LinkedIn, Bruno Faregno, pour le citer, qui est quelqu'un de connu dans le milieu du tourisme, et qui donc à l'époque voulait venir en Dordogne, avait dit je cherche un camping. Alors lui, c'était pas pour aller dans un magalo, c'était pour le camping, pour poser la toile de tente et ensuite la caravane, et qui d'ailleurs est resté, est un client fidèle aujourd'hui. On parlait tout à l'heure des clients fidèles et habitués, et qui vient quasiment tous les ans effectivement au camping encore. J'avais une question aussi que je voulais te poser. Là, on parlait de caravane à l'instant. Là, vous avez les camping-cars peuvent venir dans un camping où il y a une aire, non? Comment ça se passe? Alors, parce qu'il y a beaucoup de gens qui ont des camping-cars aujourd'hui. Ouais, les camping-cars peuvent tous venir. Pour ma culture personnelle, pour le coup, là. Ouais, carrément. Mais alors, je vais te dire, dans 99% des campings, les camping-cars sont acceptés. Il n'y a pas de raison qu'ils ne le soient pas. Ouais. Après, tous les campings n'ont pas les services adéquats pour un camping-car. Et c'est d'ailleurs mon cas, et c'est aussi un choix personnel, mais ça ne m'empêche pas d'avoir des camping-cars. C'est quoi les services adéquats? C'est-à-dire, c'est des prises, des branchements, eau, etc. C'est pas tant ça, mais c'est ce que tu disais juste avant quand tu disais aire de camping-car, c'est aussi des fois avoir un tarif spécifique sur des emplacements particuliers aussi, parfois, qui vont être des tarifs réduits pour le camping-cariste, un accès évidemment pour vidanger ses eaux grises, vidanger ses cassettes, tout ça, sur le camping, donc avoir des services pour qu'ils puissent plus facilement vidanger. C'est le truc le plus fastidieux pour un camping-car, en fait. C'est ça. Oui. Et alors nous, c'est un choix qu'on a fait de pas forcément avoir plus de services pour eux. C'est pas qu'on ne veut pas les recevoir, parce qu'on en a plein de clients adorables qui viennent en camping-car, mais qui justement eux ont l'esprit camping, donc ils viennent aussi dans cette optique-là. Et après, nous, on n'a pas du tout de tarifs spécifiques, aire de service camping-car ou vidange camping-car, parce qu'on part du principe que le camping c'est le même pour tous, pour le jeune qui vient avec sa petite toile de tente et en vélo, et que pour le camping-car qui coûte 50, 60 000 euros, le tarif de l'emplacement doit être le même, donc on n'a pas du tout de différenciation, disons. La clientèle, elle est quoi, 70% française, non? C'est quoi les chiffres? Alors, le chiffre, ça fait pas longtemps que j'ai le chiffre mis à jour. Je dis ça 70 comme ça. Là, mais... on est à 82 très précisément. Ouais, moi j'étais pas très loin. Sachant qu'on était à 90 il y a pas si longtemps. Donc, c'est qui est monté à la place? Les Hollandais. Les Hollandais? Ouais. Depuis déjà 2 ans. Le tourisme international revient. Il a mis du temps à revenir après Covid, et il revient beaucoup. Alors quand je te dis 90%, évidemment, il y a quelques années, je parlais pas de l'année Covid où effectivement c'était quasiment 100% bien sûr d'étrangers, de Français, pardon. Effectivement, nous on a toujours été un camping très français, parce que après on n'a pas non plus travaillé avec des agences étrangères ou commercialisé en Europe, donc forcément on avait beaucoup de Français, donc on reste un camping français. Ce qui plaît beaucoup à notre clientèle française, de se retrouver dans un camping, un French Campsite, on va dire, mais aussi pour les étrangers. C'est pour ça que je dis French Campsite, parce que les quelques étrangers qu'on a, les 10-20% d'étrangers qu'on a, sont contents de nous dire, en fait, on vient dans un camping français, entouré de Français, on n'est pas beaucoup d'étrangers, et du coup, c'est cette ambiance-là aussi qu'on apprécie. Donc on essaie de conserver un peu ce ratio-là. Non pas qu'on ne veuille pas d'étrangers, loin de là, mais c'est chouette de pouvoir avoir cette identité-là. Alors, quand les gens sont chez vous, ils ont des possibilités d'activités multiples. On va en reparler. Mais donc, on est un petit peu dans le désordre, mais c'est pas bien grave. Les questions viennent un petit peu comme ça. On en parlait quand même au début. Au début, vous disiez, c'est les gens qui passent sur la route qui viennent au camping, et on savait pas trop comment les faire venir. Aujourd'hui, bien sûr, tout ça a bien changé. Comment vous faites venir les gens dans votre camping, à part les habitués, bien sûr, qui vous connaissent déjà, le fameux bouche à oreille qui est entretenu par les réseaux et les réseaux sociaux, etc. Enfin, aujourd'hui, c'est quoi la méthodologie pratiquée? Est-ce que vous avez vous avez des logiciels, vous avez des outils de réservation? Comment ça fonctionne tout ça? En fait, tout part déjà d'un bon site web pour tout hébergeur, évidemment, et ensuite travailler à avoir un bon référencement pour être bien présent en ligne, parce que comme tu le disais tout à l'heure, on est quand même beaucoup de camping en Dordogne, donc il faut aussi savoir se démarquer et être reconnu.
donc ça c'est pas facile tous les jours. Donc c'est vraiment travailler sur ses réseaux sociaux, sur sa propre communication et son site web qui va nous permettre de commercialiser. Et ensuite beaucoup de distribution avec des partenaires avec qui on travaille pour vendre nos offres. Et la troisième partie, c'est plus des partenariats de communication. Tu es bien placé pour savoir de quoi je parle, comme le guide du Périgord par exemple et d'autres qui nous permettent d'avoir une visibilité en ligne. Vous êtes sur des plateformes de réservation ? Un petit peu comme pour les hôtels Booking ou autres ? Oui, alors nous on travaille pas avec Booking, oui. Mais on est avec des distributeurs, effectivement, certains distributeurs. Nous sur le camping, on travaille avec un tour opérateur, donc une agence de voyage en ligne, mais qui va nous louer à l'année des hébergements qu'elle va elle-même commercialiser. Parce que moi, ma question, c'était, en fait, c'est une question que je me pose moi-même, à terme, est-ce que les professionnels du tourisme, quels qu'ils soient, alors ma question, évidemment, elle est très très large, parce que ça peut être un restaurateur comme un camping, comme un loueur de canoë, est-ce qu'ils auront à terme besoin, en fait, toujours d'avoir un site web ? Parce que on se rend compte, en fait, aujourd'hui que, alors, pour les campings et les hébergeurs, c'est peut-être un petit peu moins vrai, mais pour beaucoup, ça coûte très cher d'entretenir un site web, malgré tout. Beaucoup n'ont pas le temps de s'en occuper. Souvent, nous, on se rend compte que l'info est plus à jour sur les plateformes que sur leur site, parce qu'ils n'ont pas le temps de la mettre à jour. La question est-ce que demain, l'avenir du tourisme, on va reparler après du tourisme au sens le plus large qui soit, il passera pas uniquement, malheureusement peut-être d'ailleurs, par des plateformes qui sont soit des plateformes effectivement d'information touristique, et là tu sais de quoi je parle, ou des plateformes d'hébergement, ou des plateformes très spécialisées, je sais pas. Je te pose la question. Est-ce que demain, il y aura encore un site web du camping La Nouvelle-Crosse dans 10 ans ? Moi, j'ai plutôt tendance à te dire oui quand je regarde les chiffres, puisqu'on a plus de 80% des réservations qui se font en direct sur notre site web. Donc, évidemment... C'est une question encore, j'ai pas la réponse. Ouais, non, mais moi non plus, j'ai pas la réponse, donc je vais pas prétendre te la donner. Mais si on me demande mon avis personnel, j'aurais tendance à dire que oui. Mais c'est vrai que tu as raison, aujourd'hui, c'est très, très compliqué. Ça l'est pour moi, ça l'est pour d'autres aussi. Et il y a les chaînes en plus, qui elles ont une force de frappe qui est quand même très, très importante, effectivement. On n'a pas les mêmes moyens de communication. Donc pour véhiculer notre image et puis avoir une notoriété, c'est pas la même chose par rapport à un groupe. Et comme tu le dis, gérer un site, c'est pas tout d'avoir un site joli et bien fait. Il faut ensuite qu'il soit bien référencé. Donc ça, c'est un travail de tous les jours. Attractif, au goût du jour, tendance. Et tu as raison quand tu dis qu'on n'a souvent pas le temps. Effectivement, et moi je le vois, je veux toujours me donner du temps et je me bloque des petits moments où je vais travailler dessus, mais en fait c'est toujours parasité par autre chose sur le camping qu'on doit faire et au final on n'y passe pas le temps qu'on devrait. C'est un peu comme les réseaux sociaux en fait. C'est ça. C'est vrai que ça devient, nous on le voit bien à notre niveau bien sûr, ça devient des métiers à plein temps en fait. Et tout ce qu'on faisait au début un petit peu on faisait un petit peu tout, chacun par amateurisme. Je vois même moi à titre personnel gérer une page de réseau social personnel, ça devient compliqué en fait. Et ne va pas voir surtout mes réseaux sociaux tout de suite parce que tu vas voir que j'ai pas posté depuis longtemps. Mais si, je suis allé voir tes réseaux sociaux. Et alors tu as remarqué que il y avait beaucoup de contenu. Non, il y a du contenu. Il est pas régulier. C'est ça. Il est pas régulier, mais bon, voilà. Je crois que c'était dans un cas commun de beaucoup. De manque de temps. C'est ça. De privilégier ton camping, les clients avant de parler des réseaux. C'est ça. Et avant de s'y pencher. Et en plus, c'est quelque chose qui est de plus en plus technique et compliqué. Donc c'est vrai que c'est un vrai sujet. En Dordogne, aujourd'hui, il y a quand même beaucoup de chaînes de camping qui se sont implantées. Moi, je suis ça depuis 10 ans. On s'en rend compte. Des campings indépendants, tu me disais au début de l'entretien, il y en a encore beaucoup, mais il y a quand même pas mal de chaînes et je sais que ça a créé quand même pas mal de frictions parce que notamment on voit régulièrement, alors je sais pas si c'est encore le cas actuellement, mais des chaînes qui font des prix ultra agressifs en ce qu'on appelle en early booking là sur les premières réservations et qui font des. Qu'est-ce que tu penses de tout ça là, de cette coexistence entre chaînes et est-ce que demain tu es vendeur de ton camping? Alors là je vais te tirer des appels. Je te répondrai en off parce que si mes parents écoutent oui, ce podcast. D'ailleurs, je suis en discussion en ce moment. Non. Effectivement, dans les entreprises familiales comme ça, souvent, on n'a pas envie de parler de la vente parce qu'on veut surtout pas vendre. Parce que ça se vend cher, un camping. Et ça se vend cher. Tu le disais au début, en parlant du foncier et en disant qu'aujourd'hui, il y avait des campings qui valaient énormément. Une fortune, et en fait, c'est ce qui s'est passé en Dordogne. C'est-à-dire qu'on avait effectivement quasiment pas de groupe en Dordogne parce qu'on avait des campings tenus par
des familles reconnues sur le département, qui avaient des magnifiques établissements. On peut les citer peut-être, Saint-Avis Loisirs, etc. La Palombière, les Pénérales. Il y a beaucoup de campings comme ça qui étaient des gros établissements, mais pareil, un peu le même. Alors, j'allais dire la même configuration que nous, mis à part qu'ils ont évolué bien différemment parce qu'ils sont beaucoup plus grands et importants que nous. Mais ça vient aussi d'une histoire agricole, terrain transformé, etc. Et donc familiale souvent quand même. Et donc quand ces familles-là tenaient ces campings-là, on avait des campings familiaux, mais le jour où ils souhaitent arrêter et vendre, ils ne peuvent pas faire autrement que de vendre à un groupe, parce qu'ils ont une valeur tellement importante du foncier que aucun indépendant ne peut acheter comme ça un camping en vendant sa maison et en utilisant quelques économies pour faire un prêt à la banque. Donc c'est là que les groupes sont arrivés pour acheter ces grosses structures. Moi, j'ai entendu des chiffres de vente hallucinants sur des campings. Enfin, d'ailleurs, c'est presque, je sais, on ressent une gêne parfois quasiment tellement c'est important. Oui. On est sur des dizaines de millions des fois. Donc, les gens se rendent pas compte. C'est même pas le mot parce que les gens s'en foutent, j'allais dire. Mais c'est vrai que c'est des valeurs hallucinantes. Quoi. Les gens ça vaut plus cher qu'un hôtel Mercure à Périgueux, un camping largement. C'est ça. Et en comparatif, même un petit établissement comme le nôtre, encore une fois, 7 hectares. 40 emplacements, on a un petit camping, on a quelques infrastructures de qualité peut-être, mais qu'on est quand même petit. Aujourd'hui, notre établissement, il vaut plus de 2 millions d'euros. Donc, effectivement, ça monte très vite. Et alors ces chaînes là, vous arrivez à coexister avec elles, ça c'est pas trop compliqué. Toi qui en plus connais bien le syndicat, comment ça se passe? Investi dans le syndicat, écoute, justement, on a de la chance d'avoir un syndicat très très efficace sur le département. On en parlait tout à l'heure. On est le syndicat qui a le plus gros taux d'adhésion des campings en son sein, puisqu'on a quasiment 200 campings qui sont adhérents, donc on a quasiment tous les campings adhérents, une bonne majorité. Et je sais plus où je voulais en venir, du coup, quand on parlait de ça. Sur la concurrence des groupes. Oui. Et donc, pour te donner un exemple, c'est que... Sur les prix, notamment, l'agressivité tarifaire. Alors, pour te parler de la cohésion sur le territoire, on a eu quelques craintes lorsqu'on a vu que ces gros campings tenus par des familles bien connues étaient vendus à des groupes. On s'est tout de suite dit, que va-t-il se passer? Est-ce que ces groupes vont peut-être quitter notre syndicat parce qu'ils n'auront pas ce besoin? Vu de l'extérieur, j'ai ressenti cette inquiétude. Tu vois, on a quasiment tous les groupes qui adhèrent à notre syndicat. Donc ça veut dire que... Alors, ça veut dire soit qu'on a un syndicat très très efficace, je le crois, et que du coup, même les groupes souhaitent quand même y adhérer pour avoir accès à tous les outils qu'on peut proposer. Mais aussi, voilà, cette cohésion, elle reste là. Donc, ça a pu inquiéter à un moment donné. Aujourd'hui, on voit qu'on a quand même une profession qui est quand même unie, même si, comme tu le dis, sur la commercialisation... Alors, j'en reviens à ça. Sur l'aspect tarifaire, comment vous arrivez à lutter? Quand on voit un groupe, on va peut-être pas les citer, mais les groupes, on les connaît tous, les Yellow Village, les Homer, etc. Et encore Yellow, c'est des indépendants. Ils te cassent le prix de 50% en début de saison. Comment ça se passe? Comment vous arrivez à faire? Et on n'essaye pas de... Vous n'essayez pas de lutter? Pour moi, le gros risque, ça serait d'essayer de lutter, de faire la même chose et de baisser ses prix, puis de finir avec des semaines des semaines à 100 euros où on gagne rien. Donc, il faut se différencier autrement, par l'expérience qu'on va vendre aux clients. Et moi, je le vois dans mon établissement. Alors, il y a eu un boom après le Covid, d'ailleurs, parce que les gens, pendant le Covid, ont recherché ça et après, ils le recherchent toujours. On a énormément de clients qui nous disent, mais nous, on veut surtout pas aller dans un gros établissement. Alors, évidemment... Oui, parce que c'est peut-être un peu standardisé, le modèle. Et aujourd'hui, ils arrivent à faire beaucoup d'efforts sur ça aussi. Mais évidemment qu'il y a une clientèle pour tous ces gros campings, ces gros groupes qui n'ont pas du tout la même force de frappe que nous, mais qui n'ont pas la même offre que nous. Parce qu'ils vont avoir, on en parlait tout à l'heure, toutes ces animations dont on parle, toutes ces activités, cette multitude de choses qui fait que les clients restent sur le camping et viennent là pour le fun de ce camping-là et puis rien d'autre autour. Et ensuite, il y a nous, les indépendants, qui pouvons nous démarquer avec une autre expérience client. Un accueil plus personnalisé. Voilà, une présence des propriétaires. C'est ça. Et une histoire. On parlait raconter son histoire. C'est ce que nous on a décidé de faire. Et ça marche en fait. Il faut pas essayer de copier les gros établissements qui cartonnent, mais je pense qu'il faut plutôt essayer de se différencier et surtout être soi-même, quoi, en fait. Et alors justement, l'enchaînement me paraît tout naturel. On parlait de postes. Je voulais qu'on parle de postes de dépenses. Je suppose que d'adhérer à un groupe, alors ça crée certainement des dépenses de communication obligées, mais ça crée peut-être aussi une mutualisation de certaines dépenses.
dépenses. Aujourd'hui, un camping comme le tien, c'est quoi les plus gros postes de dépenses à l'année? C'est quoi? C'est l'énergie? C'est les achats de nouveaux bungalows? Les investissements? C'est quoi? Alors, si tu parles d'investissement, évidemment, ça va être ça qui va être en tête du tableau. Ça, oui. Parce que le renouvellement des hébergements, comme tu le dis, les bungalows, c'est pas un hébergement qu'on va garder 40 ans non plus. Donc, il faut savoir. C'est quoi la durée de vie d'un bungalow? Alors, c'est une excellente question. Alors, un gros camping, un groupe serait capable de te répondre 5 ans, 7 ans. C'est-à-dire qu'à la fin du financement de son hébergement. Ça serait énorme ou on les change? Certains campings, et surtout les gros groupes, vont très facilement les changer. D'accord. Ils se posent pas de questions, ils sortent et ils mettent un nouvel hébergement. Okay. C'est chouette parce que ça contribue aussi à l'économie de notre pays, puisque la majorité des hébergements mobil-home sont construits en France, donc ça, c'est chouette. Ouais, on a les plus gros constructeurs européens se trouvent en France, donc très intéressant. Donc c'est quand même une force pour notre pays. Mm-hmm. Mais par contre, la rénovation, elle est vraiment au goût du jour aujourd'hui, et les campings qui vont être, je vais dire, qui ont tendance à être plus petits et plus indépendants, on va les garder plus longtemps. Oui. Nous, par exemple, notre hébergement entrée de gamme dont on parlait tout à l'heure, on en a qui ont 12 ans et qui sont en bon état. D'accord. Moi, j'ai entrepris d'ailleurs des phases de rénovation à l'intérieur. Je parle vraiment de home staging, de décoration, relooking, quoi. Voilà, relooking de l'hébergement. Home staging, c'est le bon mot, effectivement. C'est ça, mobile home staging, on pourrait même dire. Oui. Et donc ces hébergements, on les garde. Donc, je veux dire, ça peut faire 15 ans, ça peut faire même plus. On a certains campings qui ont des hébergements qui ont 20 ans, 25 ans. Et s'ils sont bien entretenus, ça fait le taf et les clients peuvent être très satisfaits. C'est pas la question. Mais pour revenir à ta question des postes, effectivement, ça va être pour nous le plus lourd, le plus gros. Sachant que pour nous, les mobil-homes, c'est souvent un financement en leasing, où on va faire un leasing avec notre banque pour financer ces hébergements et les passer directement en charge. Bon, là, je vais un peu sur le technique, mais c'est pas les investissements tels que les agrandissements qu'on peut faire, la nouvelle piscine qu'on a fait nous, par exemple. Alors, voilà, j'allais te dire, effectivement, hormis les investissements mobil-home, qui sont récurrents, je suppose, en fait, c'est un turnover régulier. Ouais, complètement. Quels sont un camping comme le tien, les projets d'investissement qu'il peut y avoir? Donc, si on regarde les images, il y a deux très belles piscines, il y a des projets encore, il y a encore des idées d'innovation, d'apporter de nouvelles choses. Alors, il y en a eu beaucoup, effectivement, de projets en 8 ans de gérance de ce camping, pour moi en tout cas, puisqu'on a commencé dès que je suis arrivé sur les chapeaux de roue avec la piscine intérieure couverte, donc qui a été quand même un très très gros projet et un dossier où je me suis un peu mouillé parce qu'on avait un établissement qui n'était pas du tout tel qu'il est aujourd'hui, donc on n'avait pas les mêmes ressources non plus. En tout cas, l'hébergement camping en France, c'est l'hébergeur touristique qui investit le plus. C'est reconnu, je peux pas te dire le chiffre parce que je ne l'ai plus en tête, mais c'est énorme, on investit énormément tous les ans, parce qu'on a cette capacité aussi à investir. De toute façon, c'est devenu un marché, on en revient toujours au même, là, ce qu'on disait depuis le début, le marché de l'hôtellerie de plein air, donc puisqu'on l'appelle comme ça officiellement, je crois, c'est devenu... numéro 1, non, devant. Est-ce que par rapport à l'hôtellerie traditionnelle, c'est quoi les chiffres? Tu connais les chiffres nationaux? En nombre de nuitées, oui, le camping est devant largement, de loin, tout à fait. Okay. En termes d'établissement, forcément l'hôtellerie, on peut avoir des petits établissements, donc on en a quand même de nombreux. Mais les campings, effectivement, il faut savoir que l'hébergement camping dans le monde, on est le 2e pays avec le plus grand nombre de campings. Après lequel, tu sais, les États-Unis. Alors, c'est très drôle ce que tu dis, parce que effectivement, il y a beaucoup de pays, tu vas en Espagne, où il y a peu de camping. Alors, peut-être une question de climat, peut-être, je ne sais pas, on va revenir à ça sur l'environnement tout à l'heure, mais peut-être que ça a un impact, je ne sais pas, mais en fait, c'est vrai qu'on est un pays très, très pourvu en camping. Absolument. Et c'est vrai que quand tu vois que les États-Unis, c'est le premier pays et que nous, on est le 2e, alors les États-Unis, c'est pas les mêmes types de camping, c'est pas des infrastructures comme nous qui vont être vraiment, parce que le camping en France, c'est un peu, comme on le dit, c'est de l'hôtellerie, c'est des structures vraiment avec, comme il dirait, des resorts avec plein d'activités autour. Aux États-Unis, c'est les campings qu'on a dans les parcs naturels, c'est des choses assez simples, mais bon. Ce qui est paradoxal d'ailleurs. Oui. Parce que eux qui ont la folie des grandeurs, absolument, sur le camping sont plutôt tradis, alors qu'en France, tu vas notamment sur la côte, on va dire atlantique au sens large. Oui, c'est pas du tout originel ni tradit. Au sud-est, c'est des usines en fait à touristes. Parce que un camping, en fait, moi l'image que j'ai traditionnelle,
traditionnel, mais je pense que tout le monde a cette image-là. C'est effectivement, aujourd'hui, c'est pour les gens, je crois, hein, c'est des bungalows, c'est des piscines, c'est de la restauration, éventuellement un spa. Mais par contre, tu penses quoi, toi, de cette course au gigantisme qu'il y a enfin, on voit souvent des reportages, notamment sur la côte, de camping qui investissent dans des structures. En fait, ça devient de vrais parcs aquatiques, en fait, hein, certains campings. On va vers ça, même en Dordogne, un petit peu. Il y en a qui vont vers ça. Après, aujourd'hui, la capacité à s'étendre, à développer, quand on sait le fonctionnement en termes de PLU, PLUI, et les capacités qu'on peut avoir, on tend pas à l'agrandissement de camping à outrance. Donc, je pense pas qu'en Dordogne on soit sur ça. Je pense pas du tout. Enfin, on le voit d'ailleurs parce que en Dordogne, on n'a pas plus de campings qui se créent. On le voit. On a des campings qui tiennent, qui sont là, qui sont repris, et tant mieux. Mais on n'a pas de nouvelles créations. Donc, je pense pas que. Alors, bien sûr, les groupes eux cherchent à grandir, mais pour le reste, les autres établissements et notamment les indépendants, comme on le disait, on en a beaucoup. Je cherche pas. Enfin, moi, en tout cas, personnellement, c'est plus du tout ce que je recherche. D'ailleurs, j'ai quand même quelques collègues qui, en voyant les investissements qu'on a pu faire, piscine intérieure, le spa, comme tu disais, le sauna, ces activités-là, plusieurs collègues qui me disaient, mais tu vas être obligé d'agrandir vu ce que tu as fait comme infrastructure. Bon, moi, c'était pas trop mon pari. Mon pari, c'était d'offrir quand même des services à mes clients pour qu'ils soient satisfaits et qu'il y ait plus de monde sur les 6 mois d'ouverture. Évidemment, pouvoir ensuite faire évoluer ton prix. Et aujourd'hui, ça montre que ça fonctionne parce qu'on n'a pas besoin d'agrandir. Enfin, nous, notre modèle économique, il fonctionne sans qu'on ait besoin d'agrandir le camping. Donc, il y a une évolution quand même de la demande. Tu ressens une évolution de la demande des clients. Est-ce qu'aujourd'hui, le client de camping qui arrive chez toi, qui est nouveau, que tu ne connais pas encore, il est plus exigeant qu'avant? Est-ce qu'ils vous font des demandes un peu parfois saugrenues ou vraiment... Enfin, ils recherchent certaines choses qu'ils ne recherchaient pas il y a encore, je sais pas, 5 ou 10 ans, par exemple. C'est certain parce que... En termes de services. Alors ça va être, je vais te dire, plutôt le revers de la médaille. On a beaucoup de clients qui très vite vont nous comparer à un hôtel. Et donc vont dire, pour un 4 étoiles, pour un 4 étoiles, vous devriez avoir ça. Mais tu as raison, c'est le revers de la médaille, c'est intéressant. Ouais. Parce qu'aujourd'hui, un camping 4 étoiles, si on regarde le critère à tout France pour classer son camping 4 étoiles, ce n'est évidemment absolument pas les mêmes qu'un hôtel. Et les clients, eux, n'en sont pas forcément, le consommateur n'est pas forcément au courant de ça. Et donc, il attend d'un camping 4 étoiles les mêmes services d'une chambre d'un hôtel 4 étoiles. Donc là, des fois, ça peut être compliqué. Moi, j'ai eu le cas il y a 2 ans avec les télés dans les hébergements où les clients étaient outrés qu'il n'y ait pas de télé dans un... Alors, je dis ça, les clients. Il y en avait 3 par an, mais certains clients étaient choqués qu'il n'y ait pas de télé dans les hébergements. Donc, qu'est-ce qu'on fait? On suit l'évolution et donc on répond à cette demande et on le fait. Donc, pour répondre à ta question, si on regarde l'évolution de mon établissement, j'ai quand même de plus en plus d'hébergements premium, haut de gamme, qui sont qualitatifs, et on a encore des entrées de gamme, mais on a quand même beaucoup plus de haut de gamme. Pourquoi? Parce que la demande, elle est là. La demande, elle est sur de l'exigence. Il y a un glissement, c'est ça. Alors moi, j'ai tendance à penser qu'un client camping est restaurant un client camping et qu'un client hôtel est restaurant un client hôtel. La question est-ce que toi, tu dois le savoir. Est-ce que tu as des gens, est-ce que ça se croise? Est-ce que tu as des gens qui vont un coup au camping, un coup à l'hôtel? Est-ce que tu as j'ai tendance, moi, à penser que c'est assez cloisonné, en fait. Non, je pense que c'est pas tant cloisonné qu'on le pense, parce qu'on a aussi souvent, enfin moi je le remarque en tout cas sur notre clientèle, des clients qui peuvent, dans le cadre professionnel, aller à l'hôtel, des personnes sans dire des hommes d'affaires, mais enfin ou même des ouvriers qui vont à l'hôtel, des gens qui ont l'habitude d'utiliser l'hôtellerie traditionnelle pour leur travail, mais qui évidemment quand ils partent en famille, on recherche quelque chose de différent et donc de l'espace, avoir un hébergement avec de l'espace et donc venir en camping. Donc je pense que les clientèles se croisent, mais tu as raison. En tout cas, le Covid, même si ça fait maintenant de nombreuses années, mais on en parle encore, le Covid nous a fait réaliser ça parce que à la fin du premier confinement, quand on a pu enfin rebouger et partir en vacances, le camping s'en est très bien sorti parce que les gens recherchaient justement de l'espace, avaient un petit peu peur d'être trop cloisonnés, trop proches des autres, et donc recherchaient de l'espace. Et en plus de ça, on avait un autre frein qui était on ne peut pas partir à l'étranger.
Donc toute cette clientèle qui partait dans des clubs ou des hôtels ou à l'étranger loin sont restés en France et donc on fait du camping. Et donc là, on a découvert une nouvelle clientèle. Clairement, chez nous, on en avait énormément de clients qui nous disaient c'est la première fois de notre vie qu'on fait du camping. Et ça a continué parce que même aujourd'hui, même en 2025, j'ai eu de nombreux clients qui d'ailleurs me le disent à la réservation ou m'envoient un mail pour me dire c'est notre première expérience en camping. En camping mobil-home, attention. Oui, et donc, on se pose la question, qu'est-ce qu'on doit amener? Est-ce qu'on a beaucoup de proximité avec le voisin? Parce que des fois, ils ont aussi l'image. On en parlait tout à l'heure du film, mais il y a aussi la série télévisuelle. Donc, où ils ont cette image-là où on va avoir beaucoup de proximité. Oui. Et donc, où ils se posent les questions. Donc, nous, alors, c'est le cas de mon établissement, on a beaucoup d'espace, donc on leur dit qu'ils ont effectivement quand même beaucoup d'intimité. Et donc, on a tous les ans des clientèles qui viennent de l'hôtellerie. Alors, on parlait investissement, on parlait dépenses, on parlait Covid, on a parlé au tout début de notre entretien de la crise actuelle avec l'Iran, etc., le tourisme international. Est-ce que la partie, ça a été un gros sujet là avec l'Ukraine, la partie dépenses d'énergie, est-ce que c'est encore un sujet? Est-ce que ça l'a été vraiment? Est-ce que ça vous a vraiment mis en danger, en difficulté? Et est-ce que, parce que moi j'ai discuté avec des campings qui me disaient, par exemple, ça m'intéresse vraiment d'avoir ton avis là-dessus. Moi, être ouvert à partir du 15 septembre ou du 30 septembre, ça n'a plus aucun intérêt parce que de toute façon, ça me coûtera plus cher d'être ouvert que d'être fermé, même si j'ai des clients. Enfin, bref, il n'y a pas de rentabilité. Ouais. Voilà, ce sujet-là du coût de fonctionnement énergétique par rapport au déjà ce que ça a coûté et par rapport aux dates d'ouverture. Est-ce qu'il y a un moment où il est vraiment raisonnable d'être fermé, quoi, en fait? Est-ce qu'un camping un jour sera ouvert presque toute l'année? Est-ce que c'est possible? Il y en a. On en Plein de questions. On en a quelques-uns en Dordogne, des campings ouverts l'année. Ça existe, c'est rare, mais c'est très rare. Il y en a même qui ferment très tôt, je trouve. Excuse-moi, je te coupe, mais de plus en plus tôt. Ouais, il y en a qui ferment au 30 août quand même. Hein. Ouais, ça existe, je crois. Et des groupes d'ailleurs. Ouais. Donc, c'est fou quand même. Et les groupes, c'est pour une raison simple. Les groupes. Non, mais les groupes, c'est pour une raison simple. C'est parce que eux, quand ils ouvrent, il leur faut tous les services accessibles, les activités, les animations, parce que c'est ce qu'ils vendent toute l'année. En disant aux clients, vous allez avoir ça, la petite mascotte, le machin. Donc en septembre, avoir tous ces services à un petit prix, c'est plus rentable. Donc très vite, parce que le client du 17 septembre est aussi exigeant que celui du 17 août. Et oui, parce on lui a vendu ça aussi sur les supports de communication. Donc c'est normal, c'est une attente légitime. On lui dit la piscine elle n'est pas chauffée, vous pouvez plus aller vous baigner si il y a plus les balades à vélo parce qu'on a fermé le truc à vélo parce que le gars qui s'en occupe n'est plus là, etc. C'est ça. Mais pour répondre à ta question, c'est vrai que le poste qu'on a eu important après la crise en Ukraine, c'était l'énergie. On a eu alors pour ma part, j'avais un contrat en plus qui était un contrat prix du marché, donc qui fluctuait, qui évoluait en fonction du marché. Donc autant te dire que mon électricité, le kilowattheure, il a bondi, il a doublé, triplé pendant une période. Ça. Donc ça a été quand même compliqué. On a eu une facture d'énergie qui a doublé. Donc moi j'ai réussi à l'absorber, c'est un grand mot, mais en tout cas à faire avec, disons. Ouais. Mais je sais que voilà, pour certains collègues, ça a été des problèmes quand même très très importants parce que voilà, quand tu doubles ta facture d'électricité qui est déjà assez élevée, c'est pas facile de s'en remettre. Parce que là, c'est une excellente transition vers la partie plus tourisme au sens large. On voit que le tourisme, notamment dans la région du Périgord, puisque c'est la région qui t'intéresse et qui nous intéresse aujourd'hui, est de plus en plus présent toute l'année, en fait. On a un tourisme. La saison juillet-août, d'autrefois, elle a beaucoup évolué. Le mois de juillet est de plus en plus compliqué, le mois de juin aussi. Le mois d'août reste un standard traditionnel. L'arrière-saison progresse. Le début de saison devient fort. On commence même à avoir une activité touristique qui vient à Noël, au moment des vacances de Noël. Est-ce qu'on peut imaginer, et comment peut-on imaginer surtout que ce métier-là de camping puisse suivre ses évolutions? Parce que c'est pas évident, parce que vous vendez beaucoup de séjours à la semaine. Est-ce qu'on peut imaginer que demain, un camping sera ouvert à Noël, par exemple? J'ai envie de dire, il faut aussi qu'on travaille avec tous nos collègues hébergeurs, et donc c'est bien aussi que les clients puissent partir à l'hôtel l'hiver et pas dans un camping, peut-être. Je me dis, je sais pas, je veux pas me créer d'ennemis, donc je me dis c'est bien que tout le monde puisse travailler. Donc laissons aussi l'hiver aux hôteliers. Non, enfin tout est possible, donc je vais pas dire non. Mais aujourd'hui, on est freiné au niveau des caractéristiques de nos établissements parce que les hébergements, les mobil-homes, ils sont pas suffisamment isolés. Oui. Il y a quand même encore un peu d'hiver, même si. Voilà, tu as des tuyaux. Moi, si tu veux, là, j'ai hiverné mon camping cet hiver. J'ai oublié 2-3 mitigeurs de douche
douches, je pars dans le détail, à Vidanger. Bon, ça a explosé. 12, oui, voilà, donc il faut changer les mitigeurs, donc bravo Quentin. Donc c'est pas forcément viable d'être ouvert à l'année. Ceux qui le sont, ils ont du calorifusage de leur tuyau d'eau, etc. Bien sûr, les tuyaux sont enterrés et compagnie, c'est possible, mais je pense pas que c'est le modèle en tout cas du camping aujourd'hui recherché du camping. Juste avant de venir sur la destination Périgord et revoir cet aspect, est-ce que c'est le camping qui est une destination en lui-même ou est-ce que la destination Dordogne-Périgord, qu'on aime tous les deux quand même beaucoup, puisqu'on est tous les deux originaires du Périgord, même si ce podcast sera certainement amené à aller explorer d'autres territoires. Juste avant ça, il y a un sujet quand même dont je voulais qu'on parle, parce que c'est la partie environnement. Bon, aujourd'hui, on est dans un monde qui évolue avec un changement climatique. Est-ce que comment vous le vivez, vous? Alors j'ai vu sur ton site internet que vous avez pas mal d'actions. Certaines dont on pourrait vous accuser de greenwashing, on en parlait en aparté tout à l'heure, par exemple le fait de planter des arbres aux réservations internet, je ne sais plus quoi, chaque réservation. C'est pas moi qui plante les arbres, mais non, d'accord, non, mais tu vois, on peut certaines personnes un petit peu mal intentionnées pourraient dire ok, c'est sympa votre truc, mais bien sûr, on est en Périgord, il y a 65% de forêt. Comment vous vivez ça? Comment vous le et excuse-moi, je te coupe, mais avant que tu répondes, également, comment vous vivez ce réchauffement, ces canicules l'été, parce qu'en l'hiver vous êtes fermé, donc la question se pose pas trop, même si tu as 2-3 robinets qui pètent, mais comment vous vivez tout ça? Voilà, d'abord, comment vous vivez le réchauffement en lui-même, l'adaptation, et comment vous travaillez ce dossier-là Alors ça c'est un vaste sujet, et comme tu le disais, nous on essaye à notre niveau, parce qu'on est un établissement labellisé Clé Verte, qui est un label international qui reconnaît les hébergements éco-responsables. Donc en rentrant dans un label comme ça, c'est pas que pour la communication, et je veux dire c'est pas du tout pour la communication, parce que depuis quelques années qu'on a ce label, on n'a pas eu plus de clientèle, enfin il nous a pas apporté une clientèle. Les gens sont attentifs? Non, pas plus que ça alors. Les gens sont moins attentifs que je le pensais. D'accord. Ça, c'est intéressant, ça. On a une petite enquête de satisfaction, bien sûr, où on incite les clients aussi à faire un avis client à la fin du séjour. Et j'étais sur moitié-moitié, quoi. 50% de clients qui avaient dit que c'était une raison pour eux de venir chez nous, mais c'était moins que 50 même. Je te dirais peut-être 40, tu vois. Donc c'était quand même faible. Mais nous, c'était une démarche qu'on voulait mettre en place, parce que c'est nos convictions, tout simplement. Bien sûr, et en fait, je vais te dire, avant même ce label, on avait déjà mis en place plein d'actions. Et c'était juste que le camping avait une taille qui faisait qu'on n'était pas en capacité de payer un label, c'est bête à dire, mais du coup toutes les actions on les faisait déjà, si bien que quand on a pris le label, dès la première année on a été coup de cœur du jury, parce qu'ils nous félicitaient d'avoir mis en place autant d'actions déjà, parce qu'en fait on les avait faites depuis longtemps, comme beaucoup de campings en Dordogne d'ailleurs qui essayent d'être éco-responsables. Et donc pour répondre à ta question, parce que tu m'as quand même taclé sur le greenwashing, donc faut quand même que je réponde. J'imagine tu réponds presque, en fait, quand tu dis le client il est pas très sensible forcément, est-ce que le client de savoir que quand il fait sa réservation internet, tu vas planter un arbre, est-ce qu'il se dit c'est chouette? Mais c'est pareil. Alors là, je te cherche un peu. Mais là, on peut être. D'ailleurs, c'est pas toi que je cherche en l'occurrence. Je vais dire toute la vérité et rien que la vérité, parce que c'est ce que veulent, je pense, tes auditeurs. Mais effectivement, moi, quand j'ai lancé ça, c'était une vraie envie, et donc c'est pour ça que j'ai trouvé plusieurs organismes qui proposaient la vente d'arbres. Je vais juste m'arrêter 30 secondes sur ça. Oui, comment ça marche? Voilà. C'est ça. Et en fait, il y en avait beaucoup. C'était, comme tu le dis, ça peut être du greenwashing, parce qu'en fait, l'arbre, il coûtait 4 €. On leur donnait donc 4 € par rapport à une résa de notre client. Et avec ces 4 €, ils achetaient un petit arbre qui faisait 5 cm de hauteur. Ils le plantent sur un terrain d'un privé d'ailleurs. Et le privé, 2 ans après, il peut très bien décider de tout raser et puis faire un champ agricole. Et donc, il n'y avait aucun suivi. Donc, on a vraiment j'ai veillé à trouver un organisme qui fasse un vrai suivi et qui soit propriétaire d'ailleurs des terrains foncièrement pour y planter les arbres. D'accord. Donc, c'est eux qui gèrent durablement leur forêt. Et l'arbre, il me coûte pas 4 € comme j'ai pu en trouver, mais il m'en coûte 18 €. Donc c'est quand même un coût sur chaque réservation d'une semaine, c'est pas rien. Donc ça, c'était une vraie action. Il y a des contrôles là-dessus d'ailleurs?
J'en ai jamais eu. Mais peut-être qu'à la suite de ton podcast, j'en aurai un. Je te dirai. Mais voilà, bon, ça, tu parles de greenwashing, mais tu fais bien de poser la question parce que on me l'a déjà. Mais parce que c'est quelque chose qu'on reproche à beaucoup d'entreprises. Il faut être honnête. Donc, je pense qu'il y a, c'est toute une multitude d'actions qu'il faut mettre en place. Et s'il y a que celle-ci, c'est un peu nul. Donc, effectivement, nous, il y en a plein d'autres. Et tu posais la question aussi, comment faire face aux défis climatiques. Aujourd'hui, on a. Alors ça, c'est un problème pour le coup beaucoup plus concret. C'est ça. Et ensuite, on a deux choix possibles. Soit on achète des mobil-homes basiques standards et on met des clims partout, et donc on a les clims derrière le mobil-home qui réchauffent un peu plus la planète, et c'est un serpent qui se mord la queue, c'est un vrai cercle vicieux. Soit on trouve d'autres solutions. Par exemple, cette année, on a fait rentrer 4 nouveaux hébergements, constructeurs français évidemment, et qui sont des hébergements donc nouvelle génération, et on les a pris en isolation renforcée. Ils m'ont coûté 30% plus cher, donc ça m'a coûté très cher. Je suis pas certain de vraiment rentabiliser, si tu veux, parce que même si je l'utilise en argument commercial sur mon site, je suis pas sûr de vraiment. Et t'as déjà testé sur l'efficacité ou non? Alors là, ça va être le cas cet été. La semaine dernière, ils ont été calés. Cette semaine, on monte les terrasses. Donc tu le sauras s'il fait 40 cet été. Voilà. Ouais. Mais effectivement, isolation renforcée des plafonds, des sols, des murs. On a même carrément des murs, enfin vraiment d'une épaisseur de 15 cm. Enfin, c'est quelque chose de chouette. On a pris les bacs acier sur les toits en blanc. Donc forcément pour la réverbération du soleil, c'est important. Enfin voilà, tout un tas de choses qu'on peut nous à notre niveau. Par contre, l'hiver, les robinets vont péter. Ah bah non, il va falloir bien hiverner. Donc je ferai appel à mon père pour qu'il s'occupe de ça. Non, mais voilà, ça c'est des petites actions qu'on peut faire pour vraiment nous s'adapter au mieux à la situation et pas faire que du greenwashing. Autrement, vélo électrique, offre, prestations liées à l'environnement. J'ai fait le vélo électrique au camping, mais je pense qu'on était trop avant-gardistes. On l'a fait il y a une dizaine d'années, ça n'avait pas marché. Et aujourd'hui, beaucoup de clients me le demandent, donc peut-être qu'il faudra que je le refasse. Mais on propose pas de vélo. Borne. Pour les véhicules électriques. Oui, borne véhicule. Oui, bah alors ça, on a une borne pour. Enfin, moi, je roule en électrique depuis peu, donc. Moi aussi depuis peu. C'est devenu un vrai sujet, et je me rends compte qu'en fait, il y a plein d'endroits où tu vas à l'hôtel, on te dit non, on n'a pas de borne. Absolument. Mais attendez, sérieusement quoi, comment c'est possible encore? C'est ça. Et donc nous, on a effectivement installé 2 bornes de recharge rapide de 22 kWh, donc c'est déjà pas mal. Qui sont très bien utilisées tout l'été. Avant, on n'avait pas trop de clients qui nous en exprimaient le besoin, réellement. Mais une fois qu'on l'a mis, effectivement, ça a fonctionné. Donc, Alors, on a abordé plein de sujets, c'est cool. On va reparler un petit peu du Périgord quand même. Allez. De cette destination quand même fantastique, hein. C'est pas nous qui allons dire le contraire. D'ailleurs, je pense que beaucoup de gens le pensent. Comment se situe la Nouvelle-Crosse dans son environnement par rapport aux sites touristiques? Est-ce que j'ai envie de penser que oui. Est-ce que l'entente est bonne, cordiale avec les sites touristiques dans ton bassin d'activité, c'est-à-dire, je vais dire la vallée de la Vézère. Est-ce que vous avez des accords avec des sites touristiques? Est-ce que vous conseillez vos clients sur leurs itinéraires? Quel est votre rôle? Comment ça fonctionne tout ça? Comment ça s'articule la présence d'un camping comme le tien dans cet univers de sites touristiques? Alors après c'est indépendant. Quelles sont les collaborations? Et puis je finis juste, les collaborations également avec les producteurs, avec les... Alors ça, c'est évidemment indépendant à chaque camping. Moi, je sais que nous, notre souhait, c'est effectivement on tisse des partenariats avec des sites touristiques et pas forcément les plus gros, qui sont des fois pas forcément très accessibles d'ailleurs. Accessibles, je veux dire, pour un petit établissement, de les contacter, etc. On arrive à faire ça. Et nous, ce qu'on fait surtout, en tout cas moi personnellement pour ma clientèle, c'est que on ne demande pas de rétrocommission, c'est-à-dire le site touristique où nous, on va envoyer le client, on va faire le concierge pour lui, on lui réserve son site touristique ou sa descente en canoë, puis on récupère dessus une commission. Ça, on le fait pas. Par contre, on a un partenariat avec beaucoup, donc notamment les canoës, avec des sites touristiques, et ça bénéficie tout simplement aux clients. Je pense que on a une destination aussi qui est pas gratuite à la Dordogne quand on visite. Si on fait un château, une grotte dans la journée, ça c'est un vrai sujet d'ailleurs. Voilà, donc ça permet nous de montrer à notre clientèle qu'on essaye aussi à notre niveau de faire un petit effort sur ça, et ça marche plutôt bien. Alors oui, donc dépliant toujours quand même malgré tout des sites en présence dans vos accueils. Sur votre site internet, vous parlez un petit peu de votre environnement? Pas sur le site internet. Par contre, nous on a des supports numériques qu'on transmet aux clients, au camping, et on essaie de réduire le papier, donc les dépliants on en a beaucoup moins qu'avant.
Pour exemple, j'ai demandé aux 2 grands regroupements de sites touristiques de Dordogne d'avoir un affichage spécifique où on n'a plus de dépliants. Alors ça a été compliqué, parce que avant que tout le monde accepte de plus donner de dépliants, c'est pas forcément facile. Mais d'ailleurs, je dois remercier les sites en Périgord qui ont été les premiers à sauter le pas avec moi et dire il n'y a pas de souci, on fait ce que vous souhaitez. Et donc on a un panneau avec des QR codes qui envoient sur chaque site touristique et on donne la carte touristique des sites touristiques aux clients. Mais du coup, on n'a plus du tout de support papier. Et nous, ensuite, on fait ce travail d'informer les clients et surtout aussi de les envoyer à l'office de tourisme parce qu'on a de la chance dans notre petit village de Rouffignac d'avoir un office de tourisme. Donc, on les envoie aussi là-bas. Mais et après, vous pouvez leur dire de consulter des guides touristiques web aussi. Aussi. Ah, c'est ça la réponse qu'ils voulaient que je donne. Non, je donc, nous disons à tous nos clients d'aller sur le guide du Périgord. Pas du tout, non. Ok. Le sujet, là, on parlait du sujet du Périgord qui est cher. Alors, c'est marrant parce que c'est quelque chose dont j'ai discuté récemment avec un banquier, figure-toi, qui a été muté en Dordogne, que je ne citerai pas parce que je pense pas que j'ai le droit de le citer, et qui est là depuis 1 an, il vient de Paris, et il me dit la Dordogne c'est cher. Il me dit les restaurants sont chers. Il trouve que la Dordogne est aussi chère que le Pays Basque, par exemple. Alors il parle de la vie en général. Au niveau tourisme. Tourisme. Au niveau tourisme, il trouve que il y a quand même, c'est pas donné quoi le Périgord. Alors je sais pas, moi j'ai pas d'avis là-dessus. J'ai tendance à dire que le Périgord, c'est vrai que parfois est assez cher quand même globalement, notamment le Périgord noir. Quel est ton avis là-dessus? T'as un avis ou... Oui, c'est une vérité. Je parle pas forcément des campings, je parle en général. Mais alors moi, tu le disais tout à l'heure, visiter un site, c'est 13-14 euros par personne. Oui. Alors je dis pas que c'est normal ou pas, je sais pas. Ouais. Non, mais absolument. Et moi, j'ai le retour de mes clients régulièrement. Oui. Mes clients me le disent. Oui. Une famille, 4, 2 enfants. C'est ça. On va visiter une grotte un peu renommée. On en a très vite pour 80 €. Bon, c'est un sacré budget pour la journée. Donc non, on a vraiment. Les clients nous le font souvent remonter, nous le disent. Donc ça, je pense que c'est une vérité. Par contre, on a quand même une richesse en Périgord qui est que finalement on peut faire beaucoup de choses gratuitement aussi. Oui. Quand on connaît le nombre de villages, plus beaux villages de France, mais pas que, il y en a d'autres de très beaux à visiter, de balades à faire, de randonnées à faire, et même de châteaux qu'on peut voir depuis l'extérieur, etc. Les clients se rendent compte qu'ils peuvent faire des journées gratuites sans forcément d'activité. Alors bien sûr, il faut qu'ils aillent dans les sites touristiques pour les faire tourner, on n'est pas là pour dire d'aller ailleurs, mais c'est vrai que je pense qu'on peut, mais c'est aussi peut-être une communication à faire au niveau du département, de savoir pour chaque type de clientèle, ceux qui vont avoir plus de moyens et ceux moins de moyens, oui. Que même pour les personnes qui ont des petits moyens, ils peuvent très bien venir en Dordogne, en camping, évidemment, avec une toile de tente, ça va être moins cher, et qui ensuite vont faire des visites de village et des balades, et effectivement, les vacances seront bien moins chères que si on fait tous les jours des activités, des sites touristiques. Mais notre département est tellement riche en activités et sites touristiques que quand le client arrive, sa première envie, c'est de tout faire. Donc, ils nous le disent souvent, d'ailleurs, ceux qui restent une semaine chez nous. Oui, et puis c'est grand, la Dordogne. C'est ça. Et donc, ils nous le disent souvent, à la fin de leur semaine, quand ils ont pris une semaine, certains nous disent « Oh là là, c'était super, mais par contre, on s'est pas reposé. » Bah oui, parce que l'envie fait que on veut tout visiter. Les vacances. C'est ça, oui. Toujours. C'est une parfaite transition. On glisse vers la fin tranquillement de cet entretien. Quelle est ta vision, toi, du tourisme en Périgord, son évolution là sur, je dirais, depuis 10 ans et dans les 5-10 ans qui viennent. Tu as quoi comme avis? Tu as des choses à dire là-dessus? Alors ma vision, en tout cas, elle peut aussi différer de tout notre département. Tu es jeune en plus, donc c'est intéressant quand même. Ouais. Mais je crois que, on le disait aussi tout à l'heure, on n'a pas forcément plus d'établissements qui se construisent. Alors on parlait de camping, mais ça peut être pour d'autres. On a déjà une offre qui est très présente, soit, mais ce qu'il faut qu'on réussisse à faire, et je pense que le département, enfin les institutions aussi, à le gérer et le faire ainsi, c'est que bien sûr que c'est un corps à développer. On veut développer le tourisme, on veut plus de touristes, mais il faut faire effectivement attention à comment on reçoit les touristes et combien on en reçoit aussi, parce que la qualité, elle va primer à la quantité, et on n'est pas sur les bords de mer où on veut un tourisme de masse. Donc moi je pense que la Dordogne a tous les atouts pour pouvoir continuer d'exister, mais avec cette image aussi de nature et de verdure et de calme, où voilà, on vient en Dordogne, c'est pas pour des activités et une frénésie qu'on trouverait ailleurs, c'est plus pour le repos, le calme. Donc on amène cette clientèle-là et on va pas aller plus loin, quoi. Je te parlais des acteurs du tourisme. Ce que je trouve intéressant, c'est qu'il y a beaucoup d'acteurs du tourisme aujourd'hui, notamment dans les sites,
qui ont autour de ton âge et qui ont apporté un vrai nouveau souffle au tourisme en Dordogne. C'est vrai. Je pourrais en citer quelques-uns, mais c'est un peu délicat parce que je vais en oublier. Mais je pense à Comarque, je pense à la Madeleine, je pense à des gens qui sont un peu autour de chez toi, qui sont jeunes, qui sont dynamiques, qui ont apporté beaucoup de créativité dans la gestion de leur site touristique. Alors, j'en oublie plein. Hein. Il y a le Conquille aussi en Vallée-Vézère. Mais c'est vrai que tu as cité 2 sites qui sont très proches de chez moi, qui sont à 15 minutes du camping. Et qui sont des exemples de dynamisme. Alors, j'espère qu'ils nous entendront et d'ailleurs, j'espère les recevoir sur ce podcast parce que je pense qu'ils auront des choses hyper intéressantes à dire. Mais il y a vraiment une vraie recherche de créativité, d'animation de leur site. Et c'est très intéressant. D'ailleurs, il y avait une très très belle émission à la télévision il y a 2 ans de ça sur cette nouvelle génération du tourisme en Dordogne, qui est vraiment très intéressante. Je trouve que ça apporte. Enfin, je sais pas quel est ton avis à ce sujet. Oui, c'est plus la même vision en fait, effectivement. Et comme tu le dis, c'est toujours pareil, pas rechercher forcément à copier, disons, ce qu'on connaît d'autres structures qui tournent et qui cartonnent pour recevoir plein de vacanciers, mais c'est vraiment de visiteurs pour eux. Mais c'est vraiment de se démarquer et en fait, comme tu le dis, de proposer des activités vraiment différentes, originales. Et c'est ça aussi qui contribue au rajeunissement de notre destination, on va dire. Je dis quand même pour préciser pour les auditeurs, parce que je parle comme si tout le monde connaissait, mais Comarque, c'est un château, le château de Comarque, une forteresse troglodyte. La Madeleine, c'est un site troglodytique au bord de la Vézère. Et j'ai cité le Conquille, qui est pareil, de l'habitat troglodyte. C'est bien de préciser quand même un peu de quoi il s'agit, parce que les gens ne savent pas forcément que Comarque, c'est un château, surtout s'ils habitent dans une autre région. Mais après, c'est bien parce que tu leur permets d'attendre le prochain podcast pour expliquer ce qu'ils font vraiment. Alors toi, Quentin, en tant que périgourdin, il y a un endroit. Alors en fait, c'est super délicat comme question parce que s'il y a un endroit que t'adores, et tu vas peut-être pas forcément avoir envie que les gens y aillent. Et j'ai pas le droit de répondre le camping La Nouvelle Crosse du coup. Non, pas du tout. Est-ce qu'il y a 1, 2, 3 endroits en Dordogne que je sais pas, qui pour toi sont. Ouais. Moi, j'aime beaucoup randonner. J'aime beaucoup randonner, donc j'ai des petits endroits comme ça où j'aime bien aller me balader. Alors c'est randonnée, donc c'est un peu plus que de la balade. Voilà, profiter du coin. Je pense bien sûr plein de petits villages qui m'entourent, qui sont pas loin de chez moi. Le village de Fanlac, par exemple, qui est un magnifique village, qui a d'ailleurs été bien rénové dans le centre du bourg et donc qui est vraiment superbe. Donc voilà, des balades comme ça. Si je devais dire un endroit, ça serait peut-être au Cingle de Trémola, le point de vue qui est super chouette. Intéressant. Je l'ai fait à vélo quand j'étais jeune. Ah, vélo, c'est dur quand même. Oui, ça monte. Ça monte. Moi, moi, tu vois, si on me posait la question, mais je vais y répondre sans qu'on me la pose. Je suis un amoureux des petits villages du Périgord. Ah ouais. Il y a des villages incroyables en Périgord. Et je fais avec mon épouse tous les ans, depuis 3 ans, on est devenus des addicts de la ronde des villages en Périgord noir, que l'on fait tous les ans, depuis 3 ans, qui a une manifestation, alors là c'est pareil, s'ils nous entendent, extraordinaire. Alors il y a pas besoin de la vendre, parce que de toute façon en 1 heure, au mois d'avril, je crois que c'est bientôt, ils vendent tout en 1 heure. Il y a 4000 personnes tous les ans, c'est vendu comme un concert de stars du rock. C'est assez extraordinaire d'ailleurs ce truc. Et c'est vrai que se balader, comme tu dis, dans les petits villages du Périgord, alors là pour le coup, on parlait de prix tout à l'heure, ça coûte pas cher. Oui. Une bonne paire de baskets et ça suffit. Et c'est là qu'est tout le charme de notre région. Alors à vélo, ça peut être aussi en canoë, alors plutôt hors saison parce que la Dordogne ressemble un peu à une autoroute quand même en été. Pas la Vézère quand même, la Vézère est encore chouette, en canoë même en août. Saint-Léon, on parlait de village. Oui. Très beau. Je le cite pas parce que sa renommée, elle est connue. Ouais. Elle est connue et reconnue en Dordogne, mais il y a plein de plus beaux villages de France. Mais toi, tu parlais des petits villages. C'est vrai qu'on a aussi beaucoup de petits villages dont on parle moins et qui sont tout autant. Il y a une grosse densité. Ouais. De village. D'ailleurs, c'est ce qui permet de faire des rondes de village, parce que si tu devais faire une ronde de village dans les Landes, il faudrait faire 60 km entre 2 villages, ça serait un petit peu plus sportif. C'est vrai. En Dordogne, on a une densité folle. Ouais. Et ailleurs, tu n'as peut-être pas trop le temps, mais tu voyages un petit peu. Il y a une destination que tu nous recommanderais comme ça spontanément ou pas ? Spontanément, alors attends, parce que j'ai dit que j'étais un camping éco-responsable, donc faut pas que je donne une destination où j'y suis allé en avion, voilà, donc il faut que je prenne quelque chose de très proche. Non, t'as quand même le droit d'être politiquement incorrect 2 secondes. Hein. Et écoute, ça fait longtemps que je suis pas parti en vacances, des grandes vacances d'ailleurs, ça me manque un peu là, il serait peut-être temps, mais bon, la saison va arriver, ça sera trop tard. Moi j'ai vécu, parce que tout à l'heure on parlait de mon parcours, j'en ai pas parlé dans mon parcours, mais j'ai vécu 1 an à Londres, donc j'aime beaucoup cette ville et j'aime beaucoup l'Angleterre. Des villes incroyables, Londres.
Et je vais te parler de mon dernier voyage où on a fait une partie de Londres parce que c'est incontournable pour moi. Mais on a surtout fait les Cotswolds, toute une partie de l'Angleterre, magnifique. D'ailleurs, là-bas, j'ai découvert que beaucoup l'appelaient le Périgord dans l'Angleterre. Ah bon, d'accord. Et on a vraiment adoré. C'était au mois de octobre, donc c'était pas avec une météo forcément merveilleuse. Et on a eu quand même des beaux jours, parce que là-bas, il fait pas que de la pluie, contrairement à ce qu'on dit. Et c'était vraiment super. Et des petits villages, des maisons en pierre, des toitures en pierre. Enfin, vraiment, c'est très très beau. Et j'ai vraiment adoré cet endroit. Et je pense que je vais continuer de partir. Et alors d'ailleurs, on n'y est pas allé en avion, on y allait en train, du coup, depuis Bordeaux. Par l'Eurostar. Par l'Eurostar, tout à fait. Merci Quentin, c'était super. Merci à toi. Ça t'a plu ? Ça m'a plu, c'était chouette. On te retrouve où sur les réseaux sociaux ? La Nouvelle Creuse, @La Nouvelle Creuse, Instagram, LinkedIn, Facebook. Et puis moi, Quentin Moza. Sur LinkedIn. Aussi sur LinkedIn. Aussi, oui, donc pour des professionnels, ça peut être intéressant. Alors Instagram, c'est pas Quentin Moza, c'est... Non, Instagram, c'est La Nouvelle Creuse. Ah oui, et puis mon Instagram perso, c'est The French Camper. The French Camper. Attention. Je sais. Tu m'apprends. Tu vas me follow après. C'est ça, exactement. Je te remercie. Merci beaucoup à toi. Vous êtes arrivé à la fin de cet épisode. Je vous invite, si vous l'avez apprécié, à le partager à vos amis. Je vous propose également de vous abonner sur les plateformes Spotify, Apple, Deezer et de nous laisser un commentaire afin que nous remontions dans l'algorithme. À très vite dans les voies du tourisme.